Nous sommes en direct. Bonsoir tout le monde. Bienvenue sur l'Académie de la Nouvelle Vie. Ce soir en direct avec Sylvain Bélanger. Et nous allons voir le voyage chamanique et la déprogrammation cellulaire. Vous allez découvrir comment la pleine conscience intuitive utilise l'expansion de conscience pour voyager dans les annales akashiques. Vous allez découvrir comment accéder à la connaissance universelle et déprogrammer les mémoires limitatives. Par le voyage chamanique, vous apprendrez à voyager dans votre corps physique pour améliorer la circulation de l'énergie et augmenter votre potentiel santé. Vous pourrez harmoniser vos émotions en équilibrant vos mémoires provenant de votre histoire personnelle, vos mémoires familiales et d'autres vies. Vous pourrez mieux cerner les enjeux relationnels et équilibrer vos relations. Vous apprendrez également à déprogrammer les programmations limitatives qui inhibent votre être dans chacune des dimensions énergétiques et psycho-émotionnelles. Finalement, vous apprendrez comment devenir passeur d'âme et collaborer avec des guides spirituels pour vous harmoniser à votre âme. Et la conférence que vous allez voir ce soir se terminera avec une démonstration avec une personne se trouvant dans la salle virtuelle. Pour nous donner tout ce que je viens de vous citer, j'ai donc le plaisir ce soir, pour ceux qui ne me connaîtraient pas, je vais le présenter un petit instant. J'ai le plaisir d'accueillir Sylvain Bélanger, thérapeute intuitif et créateur de la pleine conscience intuitive. Sylvain est un maître de l'intuition, car il peut évaluer la santé énergétique, psychique et transpersonnelle d'un individu en observant son champ énergétique ou aura. Autant vous dire que moi j'ai très peur à chaque fois que je le reçois. Mais bon, pour l'instant, il m'a encore rien dit de particulier, donc j'ai un peu d'espoir. Sa maîtrise de l'intuition lui a permis d'acquérir une compréhension profonde des processus de guérison. C'est ainsi qu'il a développé une série de techniques, de soins, afin d'équilibrer l'énergie vitale et la dimension psychique d'un individu. Tout cela fait de lui un guide de vie hors de l'ordinaire, comme vous l'aurez compris. Après avoir suivi des formations avec plusieurs guérisseurs, il soigne depuis plus de 25 ans et accompagne avec succès des personnes malades. Il a développé sa propre méthode intuitive et il enseigne depuis plus de 20 années, la pleine conscience intuitive. Et ce soir, nous avons la chance de l'avoir rien que pour nous pendant une bonne heure normalement. Mais merci Stéphanie de ta belle présentation. Et puis, donc, voilà, mon nom est Sylvain Bélanger. Donc, ça me fait plaisir donc, de vous présenter cette conférence Voyage chamanique et des programmations de la mémoire cellulaire. Donc, comme j'ai été présenté, je ne crois pas avoir besoin de revenir là-dessus. On va peut-être finalement aller directement dans le sujet qui nous intéresse. D'abord, peut-être définir des choses. Le voyage chamanique, qu'est-ce que je vais inclure dans le voyage chamanique? Pour moi, ça inclut plusieurs choses qui sont intéressantes de bien noter. C'est que je vais essayer de vous présenter les clés permettant de développer les habiletés intuitives telles que la clairvoyance, la clairaudience, la clairsentience, la médiumnité, le channeling, et puis j'en passe. Toutes les habiletés intuitives qu'on peut imaginer, quelque part, reposent sur un même principe et je vais essayer donc de vous présenter les clés permettant de développer ces habiletés-là, tant sur soi-même que sur un partenaire, puisque vous allez découvrir que ces habiletés-là peuvent se développer sur soi, puis évidemment sur un partenaire, puis c'est un peu les mêmes procédés qui nous permettent de le faire. Donc, je vais essayer de faire un genre de survol des grandes clés permettant le développement des habiletés intuitives. Puis, évidemment, quand on parle de déprogrammation de la mémoire cellulaire, pour moi, ce que ça veut dire, c'est qu'on peut faire des voyages en utilisant chacune des habiletés intuitives que je vous ai présentées précédemment et de faire des voyages dans le monde subtil. Et dans ce voyage dans le monde subtil, ça veut donc dire que je peux travailler tant sur la dimension énergétique que psycho-émotionnelle que spirituelle. Et c'est ça un petit peu que je vais essayer de vous présenter lors de cette conférence-là. Donc, pour commencer, peut-être vous parler de la pleine conscience intuitive pour vous présenter les bases du développement de l'intuition. Donc, quand on parle de pleine conscience intuitive, ça veut dire quoi? Ça veut dire d'utiliser le véhicule imaginaire. Le véhicule imaginaire, c'est ce qui me permet, moi, d'utiliser ma conscience et de la faire voyager à l'intérieur de moi-même. Et qu'en faisant ce voyage en moi ou vers un partenaire, je vais constater que ce voyage-là va être ponctué de manifestations
perceptives que je vais avoir en moi, qui vont se manifester sous forme d'images, de sensations ou de mots, principalement. Alors, si je suis attentif à ces perceptions-là, si je leur donne le droit d'exister, je dis le droit parce que très souvent, qu'est-ce qu'on va faire, nous, en tant qu'être humain, c'est qu'on va questionner ces perceptions-là en se disant que c'est mon imagination. Alors que moi, ce que je vous invite de faire dans ce voyage chamanique, justement, qu'on va se permettre de découvrir ensemble, c'est de faire confiance aux perceptions qui vont se manifester à soi, qu'on fait ces voyages-là, parce qu'on va découvrir que selon que je me situe à mon pied, que je me situe à mon genou, que je me situe dans mon épaule, je vais constater que les perceptions qui vont venir à moi vont être différentes. C'est un peu comme s'il y a des images qui pourraient se manifester différentes, des sensations qui vont être différentes et des sons ou des mots qui pourraient se manifester à moi qui sont différents. Donc, si je commence à reconnaître que ces manifestations-là sont comme des messagers, c'est-à-dire que mon corps souhaite me communiquer des choses, je vais commencer à interagir avec ces perceptions-là pour découvrir que chacune d'elles est en mesure de me communiquer de l'information. Et c'est un peu comme si je constatais qu'il allait avoir alors un genre de dialogue. Un dialogue, c'est moi qui discute avec la perception. Alors, qu'est-ce que c'est que la perception maintenant? Avec quoi je communique? On pourrait partir du principe que le processus intuitif se fait à travers un principe intelligent. Le principe intelligent, c'est que si je voyage dans mon corps pour travailler avec les cellules de mon corps ou travailler avec un organe, le foie par exemple, je vais constater que le foie ou les cellules de mon corps sont animées d'un principe intelligent qui est capable de me communiquer la raison d'être des perturbations qui sont en moi. Si je dis communiquer avec mon enfant une expérience que j'ai vécue à l'âge de 5 ans, je vais communiquer donc avec une mémoire de cet enfant-là de l'âge de 5 ans. Et cette mémoire-là est en mesure de me communiquer des informations qui vont me guider pour arriver justement que je sois en plus grande conscience de ce qui s'est passé à ce moment-là et être capable donc de pouvoir me réunifier à cette information, à cette mémoire-là, cette souffrance que j'ai pu vivre à l'âge de 5 ans. Si on commence, donc ce que je veux dire par là, c'est que dans le processus intuitif, quand on va regarder par exemple une personne devant soi, on va regarder son champ d'énergie, on va constater que dans cette personne-là, il y a une circulation d'énergie qui se fait chez elle. Cette circulation d'énergie va me permettre d'évaluer son potentiel santé. C'est-à-dire que je vais pouvoir évaluer, la qualité d'énergie qui circule en elle, je vais pouvoir regarder les organes, les systèmes dans son corps, de quelle façon que l'énergie circule dans chacun d'eux, et je vais pouvoir arriver à faire une évaluation énergétique. Si je suis clairvoyant, je vais donc voir cette perception-là. Si je suis clairsentient, je vais le ressentir dans mon corps. Si je suis clairaudient, je vais entendre des mots qui vont m'informer de l'état énergétique qui est là. Si je regarde d'un point de vue plus psycho-émotionnel, je vais regarder le même champ énergétique et je vais me rendre compte que dans ce champ énergétique-là, il y a de l'énergie qui circule, mais également des informations mémorielles. C'est-à-dire qu'il y a des personnages qui vont se manifester dans le champ énergétique. C'est-à-dire que je vais constater qu'il peut y avoir un enfant de l'âge de 5 ans, qui est moi, qui a vécu certains traumatismes. Je peux me rendre compte, je peux voir également une information provenant d'une mémoire familiale, provenant donc de mon histoire familiale. Je peux également avoir des mémoires d'autres vies. Vous voyez, c'est toutes des choses comme ça qu'on va pouvoir voir dans le champ énergétique ou ressentir ou encore entendre selon le sens qu'on va utiliser. On pourrait également communiquer avec des personnes décédées pour interagir avec la personne qu'on observe ou encore avec des guides. Alors encore là, même chose, c'est je vais voir, entendre ou ressentir les perceptions que je vais utiliser. Alors vous comprenez que ce que je vous fais comprendre, c'est que le principe de la pleine conscience intuitive, où on apprend à faire confiance au véhicule imaginaire, va me permettre d'accéder à toutes ces informations-là par un entraînement qui va me donner l'opportunité de constater que dans cet univers subtil-là, il y a une forme d'intelligence. Et cette intelligence-là va se manifester à moi sous diverses formes. Et l'important là-dedans, c'est pas tellement la forme que ça va prendre, comme la capacité que j'ai de communiquer avec elle, qui va me permettre de pouvoir vous faire un voyage, justement. C'est dans ce sens-là, voyage chamanique. Hein? Un voyage chamanique, c'était une capacité que j'ai de pouvoir finalement pénétrer dans cet univers subtil-là et découvrir que dans cet univers subtil-là, il y a la somme de la sagesse infinie de l'univers qui se retrouve là, ce qu'on pourrait appeler les annales akashiques, justement, et que ces annales akashiques-là n'appartiennent pas à un lieu physique ou à un lieu même subtil ou énergétique. Ça appartient simplement à ce flot universel de la vie qui, lorsqu'on apprend justement à voyager dans celui-ci, on va découvrir effectivement qu'il y a plein d'options, il y a plein de possibilités de découverte d'informations qui vont nous permettre d'élargir notre point de vue, de pouvoir effectivement nous soigner et de nous harmoniser à nous-mêmes. Donc, si je faisais sur un partenaire, ça serait un peu la même démarche. Je serais capable donc de comprendre mieux mon partenaire et de le soigner à travers cette démarche-là. Donc, ça, c'est un petit peu pour l'introduction concernant la fameuse pleine conscience intuitive. Et dans la pleine conscience intuitive,
qui est donc une habileté à développer son intuition, il y a la possibilité de combiner deux aspects importants, la déprogrammation de la mémoire cellulaire et les soins. La déprogrammation de la mémoire cellulaire, qu'est-ce que c'est? C'est ma capacité à interagir avec la mémoire, plus particulièrement, qui anime mon être ou qui anime celui d'un partenaire, et être capable d'interagir avec ce que je perçois pour lui donner tout ce dont elle a besoin dans l'immédiat. Je te donne l'exemple de l'enfant de 5 ans qui se sent abandonné. Bien, cet enfant de l'âge de 5 ans qui se sent abandonné, en le questionnant, je peux arriver à comprendre pourquoi il se sent abandonné. Et quand j'arrive à la déprogrammation de la mémoire cellulaire, je vais donner à cet enfant-là de l'âge de 5 ans tout ce dont il a besoin pour ne plus se sentir abandonné. En faisant ça, qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais transformer la programmation mémorielle de l'enfant de 5 ans qui, lui, se sent abandonné depuis, moi j'ai plus 5 ans, là, donc vous comprendrez que depuis l'âge de 5 ans, dans mon champ énergétique, je suis engrammé, je suis programmé dans mon monde subtil avec des informations qui me rappellent que je serai abandonné. Et cette information-là, elle est là parce que j'ai justement rejeté la souffrance qui était là à ce moment-là, à l'âge de 5 ans. Et comme je n'ai pas voulu me la réapproprier, bien, quelque part, je porte encore en moi les cicatrices de cette blessure-là, ce qui va faire que, dans un principe de loi d'attraction, je vais avoir un champ énergétique qui est programmé à être abandonné et je vais attirer vers moi des gens qui vont simplement me faire revivre l'expérience d'abandon, puisque c'est un peu comme si mon champ énergétique appelait des gens pour m'abandonner. Pourquoi c'est fait comme ça? Mais parce que je pense que l'univers, ce qu'elle souhaite finalement, c'est qu'on fasse un travail sur soi et qu'on apprenne justement à faire la paix et qu'on s'harmonise avec les blessures émotionnelles qui sont en nous. Et que plus on fait cette paix-là, bien, plus évidemment, on va pouvoir justement se dégager de ces blessures-là. On va pouvoir donc accéder à des potentiels évolutifs qui sont en nous, qu'on n'est pas capable d'atteindre tant son temps, qu'on ne s'est pas libéré de ces programmations, de ces limitations qui ont été vécues dans notre histoire personnelle. Donc, c'est ça un peu que je pourrais vous dire par rapport à ça. Et ce qui m'amène donc à vous dire que la pleine conscience intuitive va se combiner donc avec la déprogrammation de la mémoire cellulaire et les techniques de soins. Alors, les techniques de soins, elles sont nombreuses. On pourrait parler de l'imposition des mains, mais il y en a bien d'autres. Et qu'est-ce qu'on va chercher à faire avec le travail énergétique? C'est de rétablir les flots énergétiques dans le corps et observer de quelle façon que quand je rétablis le flot énergétique chez une personne, mais de quelle façon cette personne-là, ben, elle va recevoir cette énergie-là, puis de quelle façon qu'elle va l'accueillir pour qu'il y ait une transformation qui prenne forme. Alors, si moi je suis en pleine conscience intuitive, ça veut dire que je suis capable de voir, entendre, ressentir ce qui se passe dans mon propre champ ou dans celui d'un partenaire, que je suis capable de déprogrammer toutes les mémoires figées qui sont dans mon propre champ ou celui de mon partenaire, et que je peux le faire également, et je peux combiner ça avec le soin énergétique, dans lequel je vais pouvoir vraiment observer toutes les résistances ou les réactions qui pourraient se subvenir pendant que je fais le soin. Alors, vous voyez, c'est ça un peu que la pleine conscience est, c'est une combinaison de ces trois habiletés-là qui vont faire qu'on va être capable non seulement d'observer un champ énergétique, mais aussi d'interagir avec celui-ci pour finalement accompagner un processus de guérison. Il y a trois grands volets d'application qu'on va regarder tous ensemble, qui va être la santé énergétique, la santé psycho-émotionnelle et la santé spirituelle. Je vois des questions que j'ai envie juste de répondre comme ça. Il y en a qui me disent, utilises-tu le champ quantique? Est-ce que quelqu'un peut me dire qu'est-ce que c'est que le champ quantique? J'aimerais ça vous dire quelque chose là-dessus, parce que là, quelque part, les mots sont très trompeurs dans ce monde-là, parce que le champ quantique, c'est quelque chose qui n'existait pas il y a 25 ans passés, par exemple. On n'en entendait pas vraiment parler, pour la simple raison que c'était pas la mode. Un champ quantique, qu'est-ce que c'est? C'est le même champ d'énergie qu'on appelle l'aura. Il y a un physicien qui s'appelle Pop qui a mis en évidence que ce qu'on appelle l'aura, c'était le rayonnement biolumineux des cellules. C'est quelque chose qu'on n'entend pas tellement parler, mais ça fait quand même un certain nombre d'années que ça a été découvert par lui. Et quand je dis découvert, c'est qu'il a fait un appareil qui mesure ça. Donc, c'est pas une théorie physique là, de la physique quantique qui a été mise, c'est vraiment une démonstration scientifique qui a été faite autour de cette recherche-là qu'il a fait. Et dans ce sens-là, quand on parle du champ quantique, il faut se rappeler finalement que c'est sans doute, quelque part, entre autres, une partie de ça, c'est que le soleil émet de la lumière, puis les cellules du corps absorbent et émettent la lumière. Ça veut dire que quand j'observe le champ énergétique d'une personne, j'observe effectivement sa capacité à absorber puis émettre de la lumière. Et que si une personne est en santé, ben, elle va avoir un rayonnement biolumineux important. Et que si une personne n'est pas en santé, on va donc constater que sa lumière ne va pas absorber et remettre de la lumière d'une façon harmonieuse. C'est là qu'on va constater qu'il y a des indices de perturbation énergétique, de perturbation biolumineuse qui vont être là. Et pourquoi elles vont être là? Tout simplement parce que mes cellules, les cellules de mon corps, une partie des cellules de mon corps, une partie des organes, des régions de mon corps, vont pas être en mesure d'absorber et de remettre de la lumière d'une façon harmonieuse. Alors, ça veut donc dire que quand on observe le champ énergétique d'une personne, ce qu'on cherche à observer d'abord et avant tout,
c'est le potentiel santé d'une personne. Pourquoi je dis d'abord et avant tout? Parce que très fréquemment, on a longtemps été un petit peu fasciné par le fait qu'on pouvait observer le champ d'énergie, l'aura, nous permettait d'évaluer la santé. Et je pense que c'est une erreur de mettre l'emphase sur l'idée de la maladie. Hein, par exemple, de dire, ah, ben, tu as telle maladie ou tu as tel problème, de telle perturbation dans ton champ énergétique. Ça nous ramène à la position du médecin. La position du médecin qui nous ramène constamment, finalement, sur le problème. Et puis que quand on combine le développement de l'intuition avec la déprogrammation et les soins, on amène vraiment la perception que l'on a d'un partenaire ou de soi-même vers la solution. C'est-à-dire que si moi je constate que j'ai un blocage dans mon chakra du cœur, par exemple, je pourrais dire je suis bloqué dans mon chakra du cœur. C'est une information, je pourrais expliquer pourquoi je suis bloqué au niveau de mon chakra du cœur. Ça ne veut pas dire que je change quelque chose, ça veut juste dire que je constate que je suis bloqué. Et là, on tombe dans une espèce d'état figé, je dirais, parce que si on reste avec l'idée qu'on est bloqué, on n'est pas en train de reconnaître qu'il y a possibilité qu'il y ait un changement qui se fasse en moi, qui m'amène vers un autre état que celui que je viens d'observer, qui était le blocage au niveau de mon chakra du cœur. C'est là que la déprogrammation de la mémoire cellulaire et les techniques de soins deviennent importantes. Et c'est là qu'on aborde cette notion quantique dont il était question avec Anna, justement. C'est que on constate finalement que même dans la guérison, la physique quantique apporte vraiment une lumière, enfin un petit jeu de mots facile, qui est vraiment très intéressant. Parce qu'on a longtemps pensé, même dans le domaine de la guérison, hein, par exemple, dans le domaine des guérisons, qu'est-ce qu'on disait il n'y a pas si longtemps? On disait qu'il y a le karma. Hein, qui empêche, on a un karma porté, etc. On amène aussi cette notion, quelquefois, de perturbation énergétique. Ah, tu as un blocage énergétique dans telle région de ton corps. Et sans s'en rendre compte, le guérisseur, le soignant énergéticien avait tendance à figer lui-même l'état de la personne. Quand on commence à reconnaître ce que la physique quantique nous enseigne, c'est ce qu'elle nous enseigne dans un premier temps, c'est que tout est en mouvement. Ça veut donc dire que si moi j'observe que j'ai un blocage à mon chakra du cœur, ce que je suis en train de faire, c'est que je suis en train de faire un constat. Maintenant, dès que j'aborde la notion de déprogrammation des mémoires cellulaires, qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais donner à la région de mon cœur qui est bloquée tout ce dont elle a besoin pour qu'il y ait une transformation qui puisse se faire. Cette transformation va me faire découvrir quoi? Va me faire découvrir que ce qui apparaît être un blocage au niveau de mon chakra du cœur, lorsque je le mets en relation avec le mouvement de la vie, va m'indiquer la raison d'être du blocage d'une part, mais aussi vers quoi je tends. Vers quoi je tends, c'est que ce blocage-là est là parce que quelque part, j'ai peur, par exemple, de reconnaître ma grandeur. Vous voyez, déjà, on est en train de parler d'autre chose. On n'est plus en train de parler d'un blocage, on est en train de parler de quelqu'un qui a une grandeur, qui n'a pas encore appris à assumer. Donc, on commence justement à ce moment-là à tendre la main à notre partenaire ou à nous-mêmes, selon le travail que l'on fait sur soi ou sur un partenaire, et on découvre quelque chose de merveilleux. On découvre finalement que dès qu'on commence justement à donner au corps ce qu'il a besoin, au niveau de l'information subtile, c'est un peu comme si on assistait à une transformation de l'être. L'être devient de plus en plus lumineux, de plus en plus rayonnant, et son potentiel santé devient de plus en plus évident aussi, parce qu'on commence à comprendre justement que l'intérêt que l'on a, nous, en tant qu'être humain, à soigner un individu, que ce soit nous-mêmes ou un partenaire, c'est de nous donner l'opportunité de retrouver notre lumière. Et quand on parle donc d'observer un champ énergétique, ben d'abord avant tout, on doit comprendre quel que soit le terme qu'on va donner au champ dont on parle, champ quantique, corps éthérique, aura. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ce ne sont que des mots. Qu'est-ce qui est le plus important? C'est l'expérience. L'expérience, c'est quoi? C'est que si moi, je me mets en relation avec mon champ énergétique ou le champ énergétique d'un partenaire et que j'observe des informations, qu'est-ce qui est le plus important? C'est l'expérience que j'en ai. C'est-à-dire que je suis capable donc de reconnaître qu'il se passe quelque chose en moi, à un niveau subtil, et je peux donc déprogrammer et soigner. Et là, j'arrive à quelque chose de concret. Je parle d'expérience. Je ne parle pas de théorie. Et ça, je pense que c'est vraiment important, cette notion d'expérience. Puis c'est ça un peu que moi, j'ai voulu mettre en place avec l'enseignement de la pleine conscience intuitive, de quelle façon qu'on peut expérimenter un état de soi-même ou celui d'un partenaire, et de quelle façon qu'on peut parvenir à développer cette habileté intuitive-là pour voyager dans notre monde intérieur ou dans celui d'un partenaire, pour être capable donc de véritablement faire un voyage chamanique, mais un voyage chamanique qui se fait à travers une certaine maîtrise de l'outil, qui est l'imaginaire, en fin de compte, il faut se le rappeler, me permettant de travailler sur toutes les sphères de la santé sans figer jamais une personne, que ce soit moi ou un partenaire, que je sois capable de vraiment reconnaître la fluidité de la vie. Et de cette façon, on comprend évidemment qu'on est en mesure de poser un regard sur la vie qui est beaucoup plus positif et évolutif à ce moment-là, puisqu'on ne va pas cadrer les choses d'une façon trop limitative à ce moment-là. Donc, l'autre chose, évidemment, qui est importante, toi, Anna, qui me dit, c'est vrai, on parle des corps énergétiques.
encore, je vais faire mon chien en présentant ça comme ça, mais qu'est-ce que c'est qu'un corps énergétique maintenant? Tantôt, on parle de corps quantique, là, on parle de corps énergétique au pluriel. Qu'est-ce que c'est que des corps énergétiques? Moi, je vous parle de mon expérience, puis moi, je me suis beaucoup intéressé quand j'ai commencé à la formation avec les guérisseurs. Je me suis beaucoup intéressé à me dire, parce que les guérisseurs chamans, qu'est-ce qu'ils font en général? Maintenant, c'est de moins en moins fréquent parce qu'on en voit de moins en moins des gens qui enseignent de la façon traditionnelle chamanique, mais à l'époque, on enseignait sans passer par la théorie. On faisait vivre des choses et on ne donnait peu d'informations théoriques. Et il fallait ensuite se débrouiller pour aller comprendre qu'est-ce qui se passait, peut-être par des livres ou des choses comme ça, mais ou par notre propre intériorité qui allait nous révéler des choses. Mais aujourd'hui, on arrive avec des termes. Champ quantique, corps énergétique, ceci, cela. Et je pense que c'est important quelque part de mettre le silence dans tout cela. Pourquoi mettre le silence dans tout cela? Parce que dans le silence, il y a quelque part un ressenti. Et le ressenti ne passe pas par les mots, mais il passe par le corps. Et la pleine conscience intuitive, qu'est-ce qu'elle propose de faire? C'est justement de renouer contact avec le corps pour prendre conscience d'une expérience. Une expérience intuitive vaut 1000 mots, en fin de compte. Les mots, quelque part, sont trompeurs parce qu'on arrive avec des termes, on arrive avec des croyances, on arrive avec des convictions. Et tout ça, finalement, est trompeur parce que ces convictions, ces croyances, etc., sont animées par un mental qui, lui, veut avoir raison. Et que dans l'expérience intuitive, il y a quelque chose qui nous ramène effectivement à un silence d'expérimentation et qui fait quelque part qu'on apprend justement à ce moment-là à découvrir que dans cette expérience-là, on arrive à développer la foi. La foi en quoi? Bien, la foi envers l'outil qu'on utilise, qui est justement l'outil intuitif. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que par le biais de mon imaginaire, je peux voyager en moi et dans ce voyage-là, bien, qu'est-ce que je vais constater? C'est que mon corps peut me transmettre des informations, comme je disais tout à l'heure, et faire ce voyage qu'on va regarder tous ensemble maintenant, qui nous amène à prendre conscience que ce qu'on appelle les annales cachiques, ce qu'on appelle, par exemple, le voyage chamanique, ce qu'on appelle la clairvoyance, ce qu'on appelle la clairaudence, clairsentience, médiumnité, tout ça, ce ne sont que des mots. Et que l'important, quelque part, c'est de comprendre ce qu'on fait avec les mots, ce qu'on fait avec l'expérience. Ainsi, moi, je dis que je suis médium, ben, je dois démontrer, logiquement, que j'ai une expérience de médium, que j'ai fait une expérience de médium. Si je fais la clairvoyance, clairaudience, clairsentience, même chose. Si je parle des annales akashiques, ben, je dois logiquement être capable de vous dire, ben, c'est quoi pour moi les annales akashiques? Je dois avoir une terminologie, une compréhension expérientielle. Je ne peux pas simplement dire des mots comme ça en lançant des trucs comme ça. Il faut que j'aie compris quelque part qu'il se passait quelque chose quand ces mots-là ont une réalité expérimentale. Et pour moi, c'est ça un peu la science intuitive. La science intuitive n'est pas une science objective. On ne peut pas démontrer hors de tout doute que l'intuition existe. Par contre, le fait de l'expérimenter nous amène à cette réalité-là. Je prends un certain temps de vous parler de ça parce que je vois bien quelque part souvent que les gens arrivent dans des situations comme celle-là où j'interagis avec les gens, puis avec plein d'informations comme ça, ils lancent plein de trucs, ils posent plein de choses, ils essaient de trouver quelque part où est-ce qu'ils vont mettre ça dans leur case intellectuelle. Ça va où ça? OK, la pleine conscience intuitive, c'est quoi déjà? C'est clairvoyance? Non, OK, clairaudience, c'est quoi exactement? Vous voyez, une espèce de mouvement intellectuel, je dirais, de panique, qui nous ramène toujours à mettre de l'ordre. Mais de l'ordre dans quoi exactement? La pleine conscience intuitive, justement, c'est pas de l'ordre intellectuel dont il est question, c'est vraiment de l'expérience. Et l'expérience nous amène à découvrir que quand je regarde le champ énergétique d'une personne, par exemple, je vais constater qu'il y a donc un rayonnement lumineux qui va s'exprimer autour de la personne. Et que ce rayonnement lumineux-là, ben, si j'interagis avec lui, ça va m'amener à constater que j'ai donc un dialogue qui va s'effectuer avec les cellules du corps les cellules du corps de mon partenaire, par exemple, et je vais constater que dans ces cellules-là, il va y avoir donc une certaine forme de sagesse qui va être retransmise, qui va me donner des informations sur comprendre la problématique de la santé. Et ensuite, évidemment, la déprogrammation va me permettre de donner au corps tout ce dont il a besoin pour le transformer. Et ensuite, évidemment, il y a des techniques de soins qui vont me permettre de rétablir les flux énergétiques. Est-ce que ça va fonctionner à tout coup? Est-ce que je déprogramme à tout coup? Bien sûr que non. La déprogrammation, c'est quoi? L'action de déprogrammer, telle que moi je propose, n'est pas une solution à tout, comme en 5 secondes, c'est réglé. La déprogrammation va me permettre d'accéder à mon potentiel évolutif. Elle va me permettre de me détacher, à me libérer de tout ce qui s'appelle figé en moi pour me permettre de rétablir une relation avec des potentiels évolutifs que j'avais complètement négligés jusqu'à maintenant parce que je ne les avais jamais reconnus ou jamais vus. Et c'est ça, quelque part, qui va être intéressant, c'est que la combinaison
du décodage, déprogrammation et soins qu'on retrouve dans la déprogrammation, dans la pleine conscience intuitive plutôt, va me permettre donc de pouvoir vraiment être capable de soigner, de comprendre, de déprogrammer, de soigner et de permettre justement de tout doucement favoriser un processus de guérison à prendre forme. Ce processus de guérison, est-ce qu'il va se faire un jour? Bien souvent, non. Et ça, c'est une chose à quelque part qu'on voudrait tant avoir. Quand on va voir un guérisseur, qu'est-ce qu'on veut de lui? On veut qu'il nous guérisse au plus vite. Et souvent, on oublie quelque part que la loi de l'univers ne fonctionne pas sur ce principe-là de résultat. Ça fonctionne davantage sur le niveau d'expérience. Moi, si je suis blessé en dedans de moi et que je veux quelque part que quelqu'un m'enlève ma blessure puis la mette aux poubelles, ben il y a un problème. Il y a un problème parce que ça veut donc dire que je ne suis pas capable de reconnaître la vérité qui est en moi. La vérité qui est en moi, c'est que cette blessure-là, elle a quelque chose à m'enseigner, elle a quelque chose à me donner aussi, à m'apporter pour me faire grandir. Alors, si on commence à vouloir tout le temps se dégager de quelque chose, ben il y a un problème parce que ça veut donc dire qu'on ne cherche pas à se ramasser, à se réunifier à soi. Et dans la pleine conscience intuitive, lorsqu'on parle d'une santé énergétique qui est parfaite, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la personne, son énergie circule des pieds jusqu'au sommet de la tête et du sommet de la tête jusqu'aux pieds. À ce moment-là, ça veut donc dire que l'énergie est uniforme et parfaitement harmonieuse. Et on va souvent utiliser le terme en physique quantique, qui est la négantropie. La négantropie, c'est un signe qu'il n'y a pas d'usure, que tout est circulant, tout est parfaitement harmonieux, il n'y a pas de friction, il n'y a pas de limitation. C'est la santé parfaite. Ça veut donc dire que quand on est comme ça, notre corps vieillit moins rapidement. Ça veut donc dire qu'on va vieillir plus longtemps en santé. Si on parle maintenant d'entropie, qui est l'inverse, l'entropie, c'est l'observation du champ énergétique et de constater que dans ce champ énergétique-là, il y a des zones d'usure, de friction. Alors, plus il y a des frictions dans le champ énergétique, plus il y a donc un affaiblissement de la santé qui va peut-être éventuellement amener une maladie si on ne fait pas attention à ces frictions-là. Donc, dans la pratique chamanique ou dans la pratique de la pleine conscience intuitive, qu'est-ce qui est conseillé? C'est par exemple de travailler sur l'enracinement régulièrement, donc des pieds jusqu'au sommet de la tête, de chercher à développer l'antenne qui fait que l'énergie de la Terre et celle du ciel circulent à travers moi, et que si j'arrive à faire circuler la Terre et le ciel à travers moi, ben, il y a des chances que j'augmente ce potentiel santé-là. Alors, dans l'enseignement que je vais présenter tout à l'heure, on va voir que cette pratique-là de l'enracinement est la première technique de préparation au travers de la pleine conscience intuitive, parce que c'est ça qui me permet d'augmenter cette capacité d'absorber de l'énergie en moi pour que je sois de plus en plus proche de mon potentiel santé. Et que quand j'observe des zones de friction dans mon corps, quand je m'enracine, ben, qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais ensuite utiliser la pleine conscience intuitive pour mettre de la lumière dans la région concernée, pour comprendre la raison d'être de la perturbation qui est là, de déprogrammer, de soigner, pour justement chercher à rétablir le flot énergétique pour augmenter mon potentiel santé. Alors, c'est ça qu'on va chercher beaucoup à faire dans un contexte de santé. Donc, vous comprendrez que dans la pleine conscience intuitive, lorsqu'il s'agit de parler de santé énergétique, on va toujours se rappeler quelque part que l'objectif de chacun de nous, c'est d'augmenter notre potentiel santé pour qu'il soit le plus élevé possible. Plus j'ai un potentiel santé élevé, plus je vais me retrouver dans la vie avec des possibles stress, mais je vais être capable de plus facilement y remédier parce que j'aurai développé une vitalité importante pour être capable de faire face à ces situations de conflit intérieur qui peuvent être présents en moi. Donc ça, c'était une première chose que j'avais envie de parler. Je vois qu'il y a des questions. Je ne sais pas si tu avais envie de m'en poser. Anna demande l'enracinement, est-ce que c'est l'ancrage? Oui, mais en fin de compte, encore là, on tombe dans les mots. Alors, l'ancrage, ça signifie quoi? C'est ça, quelque part, qu'il faut se poser comme question. Mais pour faire une histoire très courte, c'est-à-dire que l'enracinement, tel que la pratique chamanique l'enseigne, c'est une habileté à reconnaître que l'imaginaire est un véhicule me permettant de me relier au champ électromagnétique de la Terre. Ça veut dire que je vais utiliser mon imaginaire pour me relier à la Terre, faire venir l'énergie du champ que le champ électromagnétique de la Terre produit, qui est le champ Schumann, de faire venir cette énergie-là dans mon pied et de la faire remonter progressivement dans mon corps en l'accompagnant, c'est-à-dire en observant de quelle façon que cette énergie que la Terre produit est capable de m'accompagner et de me nourrir dans mon corps et d'observer s'il y a des zones de résistance ou de faiblesse, de chercher à les combler, à les répartir différemment pour amener donc un enracinement qui va circuler de mes pieds jusqu'à mon cœur. Et rendu à cette étape-là, je vais utiliser mon véhicule imaginaire pour me relier au ciel, au soleil, aux planètes, à l'infiniment grand, pour reconnaître effectivement que l'énergie biolumineuse du soleil et du cosmos puisse se manifester en moi pour redescendre jusqu'à dans mon cœur, en étant toujours attentif à comment mon corps reçoit ça. Parce qu'une des choses qu'on oublie beaucoup dans l'enracinement, qui est vraiment très importante pour moi, c'est de quelle façon que je reçois la terre et le ciel. C'est facile de dire je m'enracine sans tenir compte de comment je réagis.
Et c'est là qu'on oublie quelque chose de fondamental, selon moi, c'est qu'on est une antenne. Une antenne, ça vibre ou pas. Pourquoi ça vibrerait pas? Ça vibrerait pas parce que j'en veux pas de l'énergie de la Terre, j'en veux pas d'énergie du ciel, ça me fait peur, j'ai peur de la vie, j'ai peur d'exister, j'ai peur de renouer contact avec des blessures qui sont en moi. Donc, il y a plein de raisons qui font qu'on va avoir de la difficulté à s'enraciner dans notre vie parce qu'on va avoir appris à refuser la vie en soi. Et être capable d'être une antenne qui vibre de partout, c'est d'être capable d'accepter la terre, la vie qui circule dans moi, tant par la terre que par le ciel. Et c'est ça un petit peu qui est la première étape dans la pratique de l'enracinement et de la pleine conscience intuitive. Puis cette pratique de l'enracinement est une pratique qu'on va faire régulièrement, chaque jour, au moins une fois en général. Voilà. Alors, on a une autre question d'Anne-Caroline. Ma jeune préado se sent perdue concernant sa personnalité avec l'influence de ses camarades au collège. Lorsque je lui ai dit qu'elle était bien plus que les masques qu'elle porte à l'école ou dans la famille, elle a eu une douleur au plexus solaire. Est-ce qu'elle a eu du mal à intégrer l'information? Ben, c'est là qu'on aborde des questions qui sont très personnelles, j'irais jusqu'à dire, hein, comme ça. Mais c'est certain que ce que je dirais par rapport à ça, c'est que dans la démarche de la pleine conscience intuitive, qu'est-ce qu'on va constater? C'est que quand on est en étroite relation, en état de sensibilité avec notre être, les informations que quelqu'un peut nous dire peut entraîner des réactions qui vont pas nécessairement être conscientes au départ. Par exemple, le sentiment que sa fille a ressenti au niveau de son plexus solaire, qui sont en quelque part des signes que notre corps souhaite communiquer avec nous. Et cette façon de communiquer avec nous, elle n'est pas toujours facile à entendre, puisque, évidemment, ça va se manifester à travers des images, des sensations ou des mots qui ne seront pas conscientisés au cerveau. Et c'est là que la pleine conscience intuitive devient intéressante parce que c'est là qu'on va commencer à porter notre attention vers justement ces régions, par exemple l'attention au niveau du plexus solaire, et qu'on va commencer à se rendre compte que derrière cette tension-là se cachent des images, des sensations et des mots qui ont des choses à nous communiquer. Et que le fait qu'on apprenne justement à entendre, écouter, voir, ressentir ce qui se passe là, va amener à notre conscient des prises de conscience qui vont nous amener à dévoiler qui nous sommes. Je pense que l'enfant en question, moi, je pense qu'il y a une grandeur chez cet enfant-là, une capacité justement de comprendre très clairement qu'est-ce qui se passe dans sa vie avec ses amis, etc., autour de l'école. C'est quelque chose de futile et qu'à quelque part, elle est consciente de cette futilité-là, mais en même temps, elle en a peur parce que c'est une enfant et elle est consciente qu'il y a quelque chose de plus mature en elle qui est présent et qu'elle ne sait pas encore comment gérer. Alors, c'est ça un petit peu que je dirais par rapport à ça. Ensuite, il y a également une question de Rebecca. Comment déprogrammer la mémoire d'un enfant de 13 ans qui a vécu une expérience très violente à la naissance? Ça nous ramène à la fameuse déprogrammation de la mémoire cellulaire qui va me permettre donc de peut-être le préciser. C'est évident que si on se met à concevoir une question comme celle-là, dans un premier temps, on ne peut pas déprogrammer sans comprendre. Première chose. Alors ça veut dire, on dit décollage intuitif. Pourquoi je dis ça? Si moi, c'est un peu comme si je rencontre quelqu'un dans la rue et que cette personne-là qui est devant moi, je la vois puis j'ai l'impression qu'elle est triste. C'est mon impression. Et j'ai l'impression qu'il faudrait que je la prenne dans mes bras, puis elle se sentirait mieux. Ça, c'est mon impression. Je pourrais le faire. Peut-être que cette personne-là, elle n'est pas triste, puis peut-être qu'une des choses qu'elle déteste le plus, c'est se faire prendre dans ses bras. Donc, vous voyez que quand on a cette intention de vouloir déprogrammer sans comprendre, on peut faire des erreurs. Donc, la première chose, c'est qu'on va prendre le temps de comprendre la personne qui est devant nous. Alors, s'il s'agit de travailler sur un enfant de 13 ans qui a une expérience très violente à la naissance, la première chose qu'on va comprendre, c'est quelle est cette expérience-là très violente à la naissance? Je parle dans un contexte intuitif. On va se mettre en relation avec la personne, de l'enfant, et on va commencer à comprendre de quelle façon que son champ énergétique a été perturbé par l'expérience de violence qui a été manifestée à la naissance. Et ensuite, ce qu'on va chercher à faire, c'est de comprendre la souffrance qui est là, comprendre la globalité du champ énergétique de l'enfant. Et après ça, on va chercher à déprogrammer. C'est-à-dire qu'on va demander à l'information qui est là de quelle façon qu'on peut justement changer la situation pour qu'elle puisse nous donner accès au potentiel évolutif qui est derrière. Parce que dans toute forme de douleur, dans toute forme d'expérience de souffrance qu'on expérimente, il y a un potentiel qui est engrammé, qui est emprisonné par la souffrance. Tant et longtemps que moi, je suis prisonnier de ma souffrance, je ne peux pas me rendre compte que je suis merveilleux. Je ne suis simplement connecté avec ma souffrance. Donc, la déformation consiste justement à dégager l'expérience de la souffrance pour nous donner accès à quelque chose de plus beau, de plus positif, de plus évolutif qui est en soi et qui est très spécifique à chacun de nous. Quand on entreprend une déprogrammation, on n'a pas
à prévoir à l'avance de quelle façon que ça va réagir. On a simplement à être réceptif à ce qui va se imposer à nous à ce moment-là. Alors, c'est comme ça qu'on va procéder. Donc, pour répondre à la question, bien évidemment, il faudrait d'abord avant tout prendre le temps de faire une évaluation intuitive de l'enfant de 13 ans pour être ensuite capable de lui donner ce dont il a besoin pour accéder donc à un potentiel évolutif, puis par la suite de rétablir son champ énergétique par des techniques de soins. C'est comme ça qu'on va chercher à favoriser la transformation chez un enfant, et ça ne sera peut-être pas une fois. Ça va peut-être nécessiter un travail de transformation. Pourquoi? Parce qu'il faut comprendre ici que dans le monde subtil, on peut changer quelqu'un comme ça. C'est-à-dire qu'on peut, dans le monde subtil, faire des changements et des transformations hyper rapides. Maintenant, est-ce que cette transformation qui est rapide dans le subtil, elle va pouvoir s'intégrer aussi rapidement dans le monde de la matière? Et là, ça demande un processus d'intégration. Quelquefois, ça va arriver très rapidement, d'une façon presque magique, mais quelquefois d'autres, ça va nécessiter beaucoup plus de temps parce qu'il y a un processus d'intégration, de digestion, d'assimilation qui demande un certain temps pour pouvoir le faire. C'est un peu ma réponse par rapport à ça. Oui, alors il y a aussi, je voulais lire, c'est Anna qui dit merci, je comprends de mieux en mieux. Cette conférence est géniale. Je voulais également lire le message de Monique qui dit tu es avant-gardiste dans cette conception d'apporter tes soins. Bravo pour ta clarté. Il faut quand même le souligner. Mais merci, je suis gentil. Ben oui, pourquoi pas. Alors ensuite, il y a quelques autres questions. Irène qui demande, et lorsque l'on médite en visualisant les énergies, est-ce suffisant? Est-ce semblable au voyage chamanique? Ben, encore là, on s'accroche au mot. Hein. Je suis fatigant, mais lorsqu'on médite en visualisant, ça veut dire quoi? Est-ce que je visualise moi, c'est-à-dire que, par exemple, je fais un effort de visualiser l'énergie qui circule dans mon corps, ou est-ce que je suis réceptif à ce qui se passe en moi? Ça, c'est une nuance importante. Et par rapport au voyage chamanique, pour bien faire la différence, c'est que quand moi je parle d'un voyage chamanique, c'est que là, j'ai parlé jusqu'à maintenant du champ énergétique de la santé. Donc, je peux faire des voyages en moi ou faire un partenaire pour découvrir la qualité énergétique d'un individu. Mais si on aborde l'aspect plus psycho-émotionnel, on aborde davantage la notion de voyage chamanique, puisque dans le voyage psycho-émotionnel, ça veut dire que moi, je peux voyager lorsque mes parents m'ont conçu, lorsque j'étais pendant les 9 mois où ma mère m'a porté à ma naissance et depuis ma naissance jusqu'à aujourd'hui. Donc, vous voyez que ce voyage chamanique consiste à pouvoir voyager dans toutes les époques de mon existence pour effectuer un décodage intuitif, comprendre quelque part qu'est-ce qui s'est passé dans telle période de ma vie, décoder, déprogrammer, soigner. Si maintenant on continue dans cette logique-là, on pourrait très bien dire, mais tiens, je vais aller voir mon histoire familiale. Je pourrais aller voir mon arrière-arrière-arrière-grand-père ou arrière-arrière-grand-mère. Donc, vous voyez qu'on peut faire des voyages de cet ordre-là aussi. On peut également voyager dans les mémoires d'autres vies. Les mémoires d'autres vies, qu'est-ce que c'est? On pourrait longtemps postuler et mettre des hypothèses là-dessus, mais moi, dans ma pratique, un voyage, quand je parle de mémoire d'autres vies, on peut aller voir des mémoires d'autres vies de toutes les époques, de toutes les périodes. On peut aller voir Napoléon Bonaparte, on peut aller voir Bouddha, on peut vraiment faire des voyages dans lesquels on a notre intention, on va pouvoir justement diriger notre intention pour se mettre en relation et en résonance avec des informations mémorielles qui peuvent appartenir à mon histoire personnelle, à mon histoire familiale et aux mémoires d'autres vies de façon générale. Donc, c'est dans ce sens-là que je parle de voyage chamanique, Irène. Super. Samia demande pourquoi de la terre au cœur et du ciel au cœur et non de la terre, je vais pas y arriver moi, de la terre au sommet de la tête et du ciel du sommet de la tête aux pieds. Oui, ben, en fin de compte, c'est une très bonne question, Samia, ça me permet de clarifier quelque chose à ce sujet-là. Bien sûr qu'on pourrait le faire comme tu le décris, ce serait une forme de méditation à ce moment-là pour moi. Maintenant, si on veut développer notre perception intuitive, ça me permet donc de préciser ça, c'est que pour moi, on parle d'aujourd'hui de l'intelligence émotionnelle. L'intelligence émotionnelle ou même la cohérence cardiaque, ce que ça met en évidence, c'est qu'on reconnaît que le cœur a de l'importance. Avant, on disait que notre tête était le QI était vraiment fondamental pour être un homme intelligent ou une femme intelligente. Il fallait avoir un QI très élevé. Là, on commence à comprendre qu'il y a l'intelligence émotionnelle qui est une intelligence qui est plus du cœur et dans laquelle on est plus donc attentif à une forme de sensibilité qu'on a envers les autres, qui font qu'on est intelligent, mais on est capable de collaborer avec les autres. Et ce qu'on amène maintenant dans l'intelligence émotionnelle, c'est cette notion de cohérence cardiaque qui fait qu'on reconnaît qu'il y a des connexions qui existent entre le cœur
et le cerveau, les connexions nerveuses, qui font que justement, dans certaines conditions, lorsque cette connexion nerveuse se fait bien entre le cœur et le cerveau, on parvient à une position d'ouverture envers moi. Mon cœur est plus malléable, mon cœur est plus souple. Je suis capable donc de faire face à des situations de la vie avec plus de souplesse, moins de rigidité. J'arrive moins avec mes bagages passés, mais je suis plus capable de regarder la réalité telle qu'elle est réellement parce que je ne suis pas en état de stress, je ne suis pas en état de tension. Et cette position-là, quelque part, est très favorable au développement de l'intuition et est très favorable au processus évolutif aussi d'un être humain parce qu'on favorise la position de témoin à ce moment-là, puisqu'on regarde les événements de la vie, mais comme on n'est pas engagé face à eux, on est capable d'être assez objectif par rapport à eux. Et je parle de tout ça pour faire comprendre pourquoi, justement, la relation de la terre et du ciel va se faire au niveau du cœur. C'est que dans la tradition chamanique, on parle du principe, d'une part, que le cœur, c'est le point de jonction qui amène l'adulte que je suis à être en harmonie avec l'intelligence universelle qui est au-dessus de moi. Et pourquoi je dis ça? C'est que la relation avec la Terre, pour commencer, va me mettre en processus d'incarnation avec qui je suis. Mes deux pieds vont toucher sur le sol, vont ancrer le sol. Mes deux jambes vont me permettre de me tenir debout. Mon chakra racine va me permettre de reconnaître mes besoins de sécurité. Mon chakra sacré va me permettre de reconnaître mes besoins affectifs et émotionnels. Mon chakra solaire va me permettre de reconnaître mon pouvoir d'affirmation. Et mon cœur va me permettre de m'apprécier, de m'aimer tel que je suis. Dans cette position-là, je suis un adulte qui est dans une position de verticalité. Je ne suis pas dans une position où je vais commencer à pointer du doigt la vie, hein, comme dire « Ah, c'est de sa faute si j'ai vécu ça. Ah, c'est de sa faute si j'ai vécu ça. » Vous voyez, ça, c'est une position où on a tendance, en tant qu'être humain, à porter notre attention vers l'extérieur en se disant « C'est de la faute de ceci, c'est de la faute de cela. » On n'est pas dans une position de responsabilité. La position d'enracinement, elle me donne l'opportunité de retrouver ma verticalité. Ma verticalité fait que je suis capable de me tenir debout et fait que je suis capable d'assumer ma responsabilité, c'est-à-dire de reconnaître que la vie m'enseigne des choses. Donc, quand je rencontre des gens à répétition qui me rappellent me rappellent à quelque part que j'ai vécu l'abandon en tant qu'enfant, ben cette répétition-là n'est pas le fruit du hasard. Elle est là pour m'enseigner quelque chose. Et que quand moi j'apprends à reconnaître cette réalité-là, ben, je me permets justement de m'enraciner dans la réalité de l'énergie tellurique de la Terre et je suis capable à ce moment-là de reconnaître qu'il y a une forme de sagesse, une forme d'intelligence qui est plus grande que moi, qui veut m'amener vers quelque part d'autre. Et c'est là que je suis capable d'accueillir l'énergie du ciel et c'est là qu'on va chercher à réunir la terre et le ciel dans le cœur. Et pourquoi le cœur? Ben parce que le cœur, c'est un point de jonction fondamental pour nous permettre justement de favoriser cette fameuse cohérence cardiaque dont j'ai parlé tantôt. Donc, l'enracinement, pour moi, contribue à développer la cohérence cardiaque et me permet de renforcer, d'amplifier mon champ énergétique dans mon cœur, développe notre thymus. Le thymus, c'est un organe immunitaire qui me permet de reconnaître qui je suis et me permet de reconnaître tout ce qui est en conflit avec moi. Alors, quand je fais un travail intuitif, ben, mon cœur va être mon référent en quelque part. Ça va donner un projecteur de lumière qui va circuler en moi et cette capacité que j'ai de manifester la lumière dans mon corps va me donner de l'information sur les propres résistances ou conflits qui peuvent être en moi. Donc, c'est comme si mon système immunitaire me disait, Sylvain, tu as un conflit à tel endroit, tu as un conflit à tel autre endroit, puis il m'invitait à faire un travail d'amour pour me réunifier à ça. Quand je fais un travail intuitif sur quelqu'un d'autre, c'est exactement la même chose que je vais faire. Cette lumière qui va être l'expression de la terre et du ciel, qui se situe dans mon cœur, je vais pouvoir la diriger vers mon partenaire et en étant en relation avec mon partenaire, je vais comme constater que tous les conflits que mon partenaire peut avoir à l'intérieur de lui-même vont m'être reflétés grâce à cette lumière qui va m'indiquer simplement en quoi la personne qui est devant moi a de la difficulté à s'aimer, en quoi elle a de la difficulté à se réunifier à elle-même. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir ensuite aborder la déprogramation et les soins qui va donner l'opportunité à un travail plus profond de se faire à ce moment-là. Il y a une question, il n'y a que des questions intéressantes ce soir. Il y a une autre Anna qui demande, elle dit qu'elle vit un éveil de Kundalini depuis bientôt 4 ans. Tout ce que tu décris, elle le vit intuitivement. Elle libère beaucoup, mais tout cela fatigue son corps. Aurais-tu un conseil par rapport à ces montées d'énergie? C'est Anna, c'est son nom, c'est ça? Anna? Oui, c'est ça. Oui, tu m'entends? Oui, oui, je t'entends. Je me mettais en relation un peu avec elle quand même pour regarder. Tant qu'à faire une réponse, aussi lui donner une réponse un peu plus vivante que théorique. Moi, ce que je dirais quelque part, c'est que c'est certain que ce qu'on appelle la montée de la Kundalini, c'est souvent quelque part relié au système nerveux et qui indique justement une libération nerveuse. Cette libération nerveuse-là, effectivement, c'est une expansion de conscience que ça peut générer, mais ça peut aussi générer des problèmes parce que justement, cette expansion de conscience-là, ben, il faut qu'on soit capable de la soutenir.
Soutenir, ça veut dire quoi? Ça veut dire quelque part se ramener à soi. C'est-à-dire que si moi j'expansionne trop, ben je vais me perdre dans l'univers finalement. Je ne vais plus avoir de référent. Mon corps ne sera plus un référent, donc je vais me perdre dans l'univers. Et ça, c'est quelque chose qui peut malheureusement arriver hein, dans des situations de Kundalini qui sont trop importantes et dans lesquelles l'individu n'a pas développé suffisamment ses frontières. Donc, ce que je dirais par rapport à ça, Anna, c'est que quel est le sens de ta vie? Voilà la question que je pourrais poser. Quel est le sens de ta vie par rapport à cette frontière qui est ton corps? Parce qu'évidemment, faire un processus d'évolution dans lequel on nettoie beaucoup, etc., ça absorbe à un moment donné, ça implique à quelque part à un moment donné une implication de se ramasser intérieurement. Se ramasser intérieurement, c'est reconnaître nos propres limites, nos propres frontières, être capable justement de constater qu'à l'intérieur de nous-mêmes, il y a un être humain qui a envie d'exister, qui a envie de vivre, et que pour être capable de vivre, il faut qu'il s'assoie et qu'il prenne le temps de s'enraciner. S'enraciner, c'est renouer le contact justement avec cette position assise, confortable, dans laquelle mes deux jambes sont bien déposées sur le sol et dans laquelle je peux faire de ma vie quelque chose qui va avoir un sens dans ma vie. Alors, quelquefois, dans une démarche spirituelle, on se sent tellement porté par le ciel, tellement porté par le virtuel, je dirais, que l'énergie du ciel procure, que quelquefois, on peut se sentir complètement dans un non-pouvoir face à notre réalité terrestre et perdre de pied à ce moment-là. Et ça indique que le corps a besoin d'un rythme qui lui est sien pour retrouver un plus grand équilibre. C'est ça un petit peu que je dirais par rapport à ça. Il y a Joël qui demande bonsoir, faites-vous des formations en France? Alors, oui, justement, oui. ce qu'on va proposer ce soir, même si vous êtes en France, vous pourrez le suivre. C'est fabuleux. Exact. La magie d'Internet qui permet à nos amis canadiens de pouvoir nous enseigner tout ce qu'ils savent. Exact. Alors sinon, est-ce que tu veux prendre encore une ou deux questions? Est-ce que on y revient un peu plus tard? Peut-être, ouais, on va peut-être y revenir. Je vais peut-être finalement compléter ce que j'avais à vous dire. Donc, le voyage chamanique, vous l'avez compris, donc le voyage dans le monde, dans le champ énergétique, donc dans la santé. On a vu que c'était l'objectif, c'était de favoriser le potentiel santé, de favoriser ce que j'appelais la négantropie. Ensuite, on a vu le voyage psycho-émotionnel qui nous permet de constater que quand on rentre dans cet univers-là, on constate qu'il y a de la mémoire. Et c'est là que la technique de déprogrammation de la mémoire cellulaire prend toute son essor parce que quand on fait ces voyages-là, on constate que nous, moi, je suis un être humain fait de chair et d'os, mais mon champ énergétique, lui, m'enseigne que je suis morcelé. Morcelé de quoi? Mais morcelé par des mémoires de mon histoire personnelle avec lesquelles je suis pas en paix ou en harmonie avec moi complètement. Je peux être en relation avec des mémoires provenant de mon histoire familiale, c'est-à-dire que moi, en tant qu'être humain, je vais raisonner avec des souffrances de mon histoire familiale qui ont des couleurs similaires à la mienne. Par exemple, si je me suis senti abandonné, bien, ça se pourrait que je pourrais se raisonner avec mon arrière-arrière-grand-père qui lui aussi s'est senti abandonné. Donc, vous voyez, il y aurait une résonance à ce moment-là qui s'effectuerait. Et ça veut donc dire que, tantôt on parlait de la loi d'attraction, moi, je peux raisonner avec des gens qui vont venir vers moi et qui vont me refléter refaire revivre des expériences d'abandon, mais on comprend ici que dans le monde subtil, moi-même, en tant qu'être humain, à mon insu, je peux raisonner avec des mémoires de mon histoire familiale qui vont me refléter des expériences d'abandon de la même façon. Donc, vous voyez que ça m'oblige, moi, à ce moment-là, par l'amplification que ça va créer, de faire un travail sur moi, mais qui va aussi avoir un impact sur mon histoire familiale et qui pourrait avoir un impact sur les gens qui vivent sur Terre, qui appartiennent à ma famille. Et des mémoires d'autres vies avec lesquelles, évidemment, on peut raisonner. Alors, évidemment, ça me permet aussi peut-être de clarifier quelque chose au niveau des entités. Souvent, les gens ont très peur des entités. Puis moi-même, j'ai été exorcisé quand vous voyez comment j'ai été exorcisé. Donc, je suis quelqu'un qui a passé à travers le moule de l'exorcisme. J'ai été exorcisé. Puis, ça m'a beaucoup questionné l'expérience que j'avais vécue. Et j'ai eu la chance d'accompagner beaucoup de gens par la suite qui avaient ce genre de problème-là. Et ce que je vous disais, c'est que la mémoire, qu'est-ce que c'est qu'une entité par rapport à la mémoire? C'est que la mémoire, c'est une énergie qui se répète constamment. Une entité, c'est une mémoire qui se répète constamment. Il n'y a pas de différence. La différence, elle se situe au niveau de la résonance entre moi et la mémoire en question. Si cette mémoire-là, quelque part, je suis très chargé émotionnellement parlant, moi, j'ai une grande souffrance qui me fait vivre des choses très intenses au niveau de mon émotion, il y a de fortes chances que je résonne avec une mémoire qui a une intensité émotionnelle très forte. Alors, plus la mémoire est intense, plus évidemment la conscience qui est associée à ça, elle vibre, puis elle est illimitée, puis elle est vraiment identifiée à sa propre expérience. C'est là qu'on va parler davantage de phénomènes d'entité parce que ces mémoires-là sont tellement figées dans leur propre expérience, elles sont tellement prises dans leur conscience mémorielle limitée que là, évidemment, on peut
constater que ça peut s'apparenter effectivement à des personnes justement vivantes, à la limite, même si elles sont plus vivantes. Hein. Et c'est là qu'on va chercher à faire toujours la même chose dans le processus intuitif. Hein. C'est quel que soit le type de mémoire avec lequel on va travailler, la première chose qu'on va faire, c'est décrire ce qu'on voit, entend et ressent, questionner. On va questionner l'information qui est présente et on va la déprogrammer et la soigner de la même façon. Donc, c'est là qu'on devient un peu un passeur d'âme, parce que passeur d'âme, ça veut dire quoi? Ça veut dire de libérer de la mémoire, à mon sens, à moi. C'est pas juste de dire je vais libérer une personne décédée, parce qu'on ne sait pas à qui on a affaire. Est-ce que c'est vraiment une personne décédée ou est-ce que c'est simplement une mémoire de la personne décédée? Alors, je suis un petit peu précieux dans ma façon de dire les choses, mais pour faire comprendre qu'on avance plein de choses dans le monde spirituel, dans le monde intuitif, et on arrive avec des affirmations. Et puis moi, qui m'intéresse, c'est pas tellement d'arriver avec des affirmations, mais c'est de comprendre davantage les processus qui sont vraiment là et de chercher justement à comprendre davantage d'un point de vue collectif de quelle façon qu'on peut s'entraider mutuellement dans l'histoire, dans cette problématique qu'est la mémoire. Et je pense que quand on commence à comprendre que un être décédé peut avoir plusieurs facettes de lui qui sont perdues dans les champs subtils, dans les annales akashiques, pourrait-on dire, ça veut donc dire qu'on peut apprendre donc à travers ces voyages-là à faire un travail sur chacune de ces facettes-là et avec le moyen que je vous propose de faire du décodage, déformation et soins, bon, on arrive justement à faire du nettoyage, à nettoyer donc davantage le monde subtil puis arrêter donc de sombrer dans des réalités quelque part qui ne sont pas nécessairement vraies, en fin de compte, qui ne sont pas nécessairement véritables dans le sens de l'expérience. Quand on prend le temps d'expérimenter les choses, on constate effectivement que, par exemple, moi, quand ma mère est décédée, j'ai constaté que ma mère était décédée, mais elle avait plusieurs niveaux de conscience différents. Ça m'amenait donc à constater que ma mère avait beau avoir une facette d'elle qui était décédée, elle avait peut-être une facette d'elle qui était dans la lumière, par exemple, il y avait d'autres facettes d'elle qui n'étaient pas dans la lumière. Et quelles étaient ces d'autres facettes d'elle-là? Mais pour moi, c'était de la mémoire qui était là. Donc, quand on fait des voyages chamaniques, ça veut donc dire que le procédé du voyage chamanique, c'est de vraiment apprendre à accueillir ce qui est là, ce qui se présente à nous, puis de faire un travail de décodage, des formations et soins. De cette façon-là, ben, on a un travail qui va se faire le plus efficace possible, je dirais, dans ce type de travail-là. Puis voilà, ça c'était un petit peu pour parler donc de l'aspect psycho-émotionnel. Puis évidemment, quand on découvre quelque part que l'être humain est animé de son histoire personnelle, de ses histoires familiales et des mémoires d'autres vies, donc de l'histoire de l'humanité, et quand on cherche à augmenter notre niveau de fréquence pour accéder à un monde spirituel, ben on découvre finalement que à cet endroit-là, le monde spirituel, logiquement, il n'y a plus d'histoire de vie associée à l'histoire humaine. On accède à autre chose. Et c'est là souvent qu'on va parler de l'âme, on va parler de guides, etc. Et encore là, tout ce processus-là de l'âme et des guides sont des mots. Hein, quand je vous parle de l'âme, c'est quoi ce mot-là? Hein? Ça veut dire quoi? Alors, on doit se rappeler effectivement que dans l'expérience, c'est une expérience lumineuse dans laquelle il n'y a pas d'histoire associée à l'histoire de l'humanité qui se retrouve là. Et que les guides avec lesquels on va travailler dans ces espaces-là vont contribuer, sont des êtres de lumière qui vont être capables donc de nous guider dans le processus du cheminement de notre voyage chamanique qu'on va effectuer. Donc, souvent, après une conscience intuitive, on apprend à collaborer avec des guides qui vont me permettre, eux, de me guider dans mon processus de transformation que je vais chercher à faire, tant dans ma dimension de santé énergétique que dans mon histoire personnelle, que dans ma mémoire familiale, que dans les résonances que je pourrais avoir avec des mémoires d'autres vies. Alors, vous voyez que dans ce sens-là, bien évidemment, on comprend que plus la pleine conscience intuitive, on se sent de plus en plus à l'aise à l'intérieur de celle-ci, plus on développe des habiletés de plus en plus grandes pour pouvoir faire un travail sur plusieurs aspects de la vie, en fin de compte, et on touche tous les aspects de cette façon-là, en utilisant toujours ces mêmes principes de décodage, déformation et soins, qui vont me permettre toujours de pouvoir arriver à développer la pleine conscience de ce qui se passe pendant que je fais le travail et de ne pas rester sur des idées préconçues, ce qui pourrait être vraiment dommage, puisque la démarche intuitive, évidemment, elle repose sur l'expérience, comme je disais tantôt, et non pas sur des données théoriques qu'on pourrait avoir à l'intérieur de soi. Donc, ça, c'est un petit peu le programme, l'idée globale de ce que j'avais envie de vous transmettre. Je vois qu'il y a beaucoup de questions, donc je prendrai peut-être le temps de pouvoir répondre aux questions, puis de faire la présentation également de l'enseignement que je propose également. Oui, alors par exemple, Anna demande parfois on ne sait pas quoi nettoyer. Comment faire? Est-ce qu'on peut trouver une méthode? Est-ce qu'il y a une méthode pour trouver quoi nettoyer? Bien sûr, la méthode que je propose, c'est ça. Dans le sens que on peut se poser encore là, je reviens avec l'expérience. L'expérience, c'est quoi? C'est que
on ne sait pas nettoyer, mais pourquoi il faudrait nettoyer quelque chose pour commencer si on ne sait pas de quoi il s'agit de nettoyer? On nettoie parce qu'on a besoin de nettoyer. Si moi je dis je vais nettoyer ma chambre, je ne suis pas en train de me demander qu'est-ce que je vais nettoyer, je sais que c'est ma chambre. Vous voyez, alors on doit se rappeler quelque part que pour être capable de savoir quoi nettoyer, il faut avoir des outils pour déterminer de quoi il s'agit. Donc, simplement la pratique d'enracinement dont j'ai parlé tantôt me permet de me relier à moi et de constater de quelle façon que je reçois la terre et le ciel. En faisant ça, qu'est-ce que je vais découvrir? Je vais découvrir déjà que je peux, par la simple pratique d'enracinement, être capable de poser une action pour chercher à rétablir simplement une fluidité dans mon être. Déjà, c'est une action en soi. Quand on aborde la pleine conscience intuitive, on découvre effectivement qu'on peut voyager à l'intérieur de soi pour commencer à décrire ce qu'on voit, entend et ressent, décoder, le questionner pour le comprendre, puis déprogrammer et soigner. Et là, on se pose plus la question de savoir qu'est-ce qu'on a besoin de nettoyer, puisque ça devient une évidence à ce moment-là. Complètement. Irène demande, est-ce qu'une expérience de mort imminente peut déclencher par la suite, quelques années après, l'éveil et l'ouverture à tout cela? Bien sûr que oui. Il y a plein d'expériences qui peuvent favoriser ce type de travail-là. Moi, ce que je reviens toujours à la même chose, c'est que on peut avoir un éveil, on peut avoir une expérience qui se vit, mais je pense qu'à mon avis, si on n'a pas si on n'a pas la méthode, une méthode pour arriver à se retrouver dans cet univers-là, on peut s'égarer assez facilement, quel que soit le type d'expérience qu'on a eu. Alors, c'est pour ça que moi, je pense que la pleine conscience intuitive, les outils que je propose c'est un cadre. Ce cadre-là, évidemment, il ne doit pas être limité. C'est un cadre, ce sont des clés que je donne, et à partir du moment que ces clés-là sont là, ben, on peut être beaucoup plus capable de se retrouver. Par exemple, dans l'éveil, on sait que l'éveil, c'est encore un mot. Il y a des gens qui se disent éveillés, d'autres qui se disent pas éveillés. Qu'est-ce que c'est que l'éveil? Plein de gens vont avec des définitions différentes. Moi, ce que je dis, c'est que l'éveil, c'est cette capacité qu'on a tous à reconnaître le principe intelligent qui anime l'univers. Et que si je suis pas capable de reconnaître ce principe intelligent et de communiquer avec lui, ben, je trouve ça un peu dommage parce que si je suis éveillé puis je suis pas capable de parler avec le bon Dieu, ben, quelque part, je trouve ça dommage. Alors, là, c'est une blague, évidemment, quand je dis de parler avec le bon Dieu, mais la pleine conscience intuitive permet, en quelque sorte, de parler avec le bon Dieu. Et il n'y a pas nécessairement une grande barre blanche quand on parle au bon Dieu. Le bon Dieu, quelque part, peut être beaucoup plus de la lumière et peut se retrouver dans toutes choses. Et c'est ça la beauté de la chose, il n'y a pas de religion là-dedans. C'est vraiment une règle universelle que l'on retrouve justement parce qu'on n'est pas connecté avec une religion, mais connecté avec le principe intelligent qu'est l'univers, justement. Et Virginie demande, est-ce que tout a une mémoire akashique, animal, objet, etc. Oui, absolument. Je dirais que tout ce qui est la vie, simplement aller voir le gazon, un arbre, une pierre, un aliment, tout à quelque part a effectivement une conscience lumineuse, d'une part, donc vibratoire énergétique, donc un rayonnement biolumineux qui est associé à toute forme de vie sur Terre. Et à partir du moment où on reconnaît ça, bien évidemment, toute forme de lumière est animée par de l'information. Alors, si on regarde, par exemple, un arbre va avoir son histoire personnelle qui peut se retrouver dans l'arbre en question, mais également aussi la conscience collective des arbres aussi qui peut être associée à lui aussi. Voilà. Anna demande, la Terre a-t-elle un karma puisqu'elle monte en vibration? Moi, je pense que je vais vous donner mon hypothèse là-dessus, mais c'est sûr que la Terre a un karma. Le karma, c'est quoi? C'est l'être humain. On va rendre ça assez simplement, c'est-à-dire que la planète Terre, quelque part en elle-même, on lui a donné les conditions sur la Terre étaient des conditions favorables à la santé, favorables à la vie. C'est comme nous, en tant qu'être humain, qu'est-ce qu'on est en train de faire? C'est qu'on est en train de lui dégénérer la vie, de lui enlever quelque part la vie. Il faut bien le comprendre. Et quand on parle justement de monter en vibration, ben, il faut comprendre que la Terre, selon moi, se trouve appauvrie intérieurement. C'est-à-dire que moi, en tant qu'être humain, si mon sang ne circule pas, j'ai pas assez de sang dans mon corps, je vais m'échauffer. Je vais m'échauffer puis je vais augmenter ma vibration. Alors, si la Terre se retrouve avec un manque de nutriments à l'intérieur d'elle, bien évidemment, elle va augmenter sa fréquence, un peu comme l'échauffement qui est en train de se faire. On parle de réchauffement de la planète, on parle de toutes sortes de mots, de toutes sortes de termes là-dessus. C'est évident que la Terre est affectée par, quelque part, ce sur quoi on vit. Nous, on a un certain nombre de responsabilités, c'est bien évident, par rapport à cette réalité-là. Donc, la question du karma, je dirais aussi par rapport au karma, c'est qu'actuellement, de plus en plus, on commence à aborder la notion de épigénétique. L'épigénétique met en évidence que les gènes sont de plus en plus, avant on parlait de bagage génétique, qu'on on était figé par un bagage génétique. On commence à se rendre compte qu'il est possible de changer changer les gènes
par notre pensée, par exemple, par notre façon de voir la vie différemment, etc. Donc, on peut facilement aborder cette notion de karma et aussi se dire, ben, peut-être que le karma, quelque part, c'est peut-être pas quelque chose d'aussi figé que ce qu'on avait pensé au départ, qu'il est peut-être possible de changer notre karma par notre façon de voir la vie différemment. Et ça, c'est quelque chose qui a été dit dans certaines écoles ésotériques depuis très longtemps, que le karma n'est peut-être pas aussi figé qu'on peut le penser, là. Alors Stéphanie a une question aussi. J'ai un problème d'hypothyroïdie avec un amaigrissement de 15 kilos. J'ai fait du déprogrammage biologique et je n'arrive pas à retrouver le poids que j'ai perdu quand j'ai arrêté la chimie. Donc, pourquoi, alors que je crois à l'énergétique, je dois prendre toute ma vie de la chimie, soit plus de 20 ans sous hormones, car j'ai 45 ans. Là, c'est une bonne question. Hein. On peut se poser la question tous ensemble si on veut bien. Là, là je ne connais pas toute la situation, puis c'est une situation quelque part qui m'apparaît quand même, qui demanderait donc un certain temps pour prendre le temps de bien évaluer la situation. Moi, quand je fais une consultation, je prends toujours le temps de regarder la globalité d'une personne, la problématique qui est globale, avant d'aborder un truc comme celui-là. Mais c'est sûr que la question qui s'est se poser, effectivement, c'est quand je crois à l'énergétique, je dois prendre toute ma vie de la chimie, soit près de 20 ans sous hormones. La question qu'on doit se poser, c'est pourquoi, bon, si vous croyez à l'énergétique, ça veut donc dire, si je comprends bien que vous avez essayé de l'énergétique, ça n'a pas donné des résultats, si je comprends bien, parce qu'on dit des programmes biologiques. Ça, je ne comprends pas ce que c'est. J'ai fait du déprogramme biologique. Déprogrammage biologique. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Alors, en fin de compte, il faut savoir, encore une fois, on revient avec les termes, parce que tu vois, le langage, à quelque part, humain, c'est super riche qu'on puisse communiquer ensemble et c'est superbe. Maintenant, les mots qui sont utilisés sont tellement. On doit se rendre compte, à quelque part, que la communication est quelque chose qui mérite une certaine forme d'attention aux mots qu'on utilise, parce que si on veut se comprendre, on doit d'abord avant tout se définir par rapport à ce que nous, on veut parler. Donc, des programmes biologiques, peut-être que ça veut dire quelque chose pour toi, Stéphanie, mais pour moi, c'est pas assez clair pour que je puisse te répondre clairement. Donc, peut-être que ça serait bien que tu précises ce que ça veut dire. Sinon, il y a Chantal qui demande quelle différence entre son ressenti et la conscience intuitive. Ben, la différence, c'est la position de témoin. La pleine conscience intuitive, qu'est-ce qu'elle met en évidence? C'est la fameuse position de témoin. Grâce à la pratique de l'enracinement, c'est une préparation qui va nous favoriser cette position de témoin. La position de témoin, c'est que si moi j'ai un ressenti et que je dis j'ai un ressenti, je me sens triste, par exemple, je suis triste. Je suis triste, donc je suis triste. La tristesse, c'est une position dans laquelle je suis engagé avec la tristesse. Quand on est témoin, on va observer la tristesse, on va dire, ah tiens, il y a de la tristesse. On va s'adresser à elle en disant, qu'est-ce que tu fais là, tristesse, pourquoi tu es là? Vous voyez, la nuance, elle est là. Le processus intuitif, c'est vraiment une position de témoin qui observe. Et c'est dans ce sens-là qu'on rejoint la méditation, qu'on rejoint l'expérience de la pleine conscience tout court. Hein? C'est-à-dire qu'on se retrouve dans une position de témoin qui observe les choses. Dans la pleine conscience intuitive, on accepte justement de se retrouver dans une position de témoin qui interagit avec toute chose. Et cette interaction, elle ne peut se faire que si moi, je ne suis pas identifié à ce que je suis en train de vivre. Donc, si je me sens identifié à la tristesse qui est en moi, ça va être plus difficile pour moi d'être dans une position de témoin pour pouvoir communiquer avec elle. D'accord. Anne demande, que pensez-vous du Ho'oponoponoponoponoponopono? Je pense qu'il manque un pono, hein, pas ça. C'est pour ça que je savais plus combien il y en avait, donc du Ho'oponoponopono. Je crois que c'est ça. Ouais. Ben oui, c'est intéressant. Moi, j'en reviens toujours avec oui, je dirais qu'il y a une technique, par exemple, dans l'enseignement que je vais proposer qui concerne beaucoup ça, à laquelle je suis très attaché parce que j'ai eu de très bons résultats, avant même qu'on parle de cette méthode-là qui existe depuis très longtemps. Hein, mais dans la guérison, il y a des techniques fort intéressantes qui s'appellent la technique de réunification, par exemple, qui est une technique où on apprend à expérimenter l'amour. Et l'amour, c'est intéressant parce que j'en reviens avec l'expérience. Moi, je peux très bien dire à quelqu'un, je te pardonne. Ou je peux très bien faire un travail intuitif dans lequel je vais annoncer quelque part, je pardonne à tous ceux qui m'ont fait du mal, etc. Dans l'expérience que moi j'ai de ce type de travail-là, ce que moi je propose avec cette technique-là, c'est d'apprendre justement à expérimenter l'amour comme un acte de réunification. Et cet amour-là qui permet la réunification de se faire va me permettre de découvrir ce qu'est le pardon. Parce que quand je dis à quelqu'un, par exemple, je suis en colère contre quelqu'un, je voudrais lui pardonner, ben, je peux toujours lui dire, intellectuellement parlant, je lui pardonne. Mais si je le fais dans un travail intuitif et que je prends le temps d'observer de quelle façon que la conscience de cet individu-là, je suis capable de l'amener à mon cœur véritablement, par exemple.
peut-être que je vais me rendre compte effectivement que le mot pardon que j'aimais, que je dis je veux lui pardonner, peut-être que je vais constater que c'est pas si facile que ça de lui pardonner parce que je n'arrive pas à le faire, parce que mon cœur va le refuser, parce qu'il va me dire que j'ai besoin de faire telle chose pour pouvoir parvenir à le faire. Ah oui, c'est là que ça devient intéressant de comprendre que dans l'expérience intuitive, on découvre que les termes théoriques ou les affirmations ou des choses comme ça ne sont pas toujours ajustés à la réalité. Et que si on expérimente, justement, on découvre les lois de l'univers. Et ces lois de l'univers deviennent très intéressantes pour pouvoir justement faire un cheminement à ce niveau-là. C'est un petit peu ce que je dirais par rapport à ça. Mais c'est sûr que l'Ho'oponopono, c'est intéressant. Mais comme je dirais, c'est que moi, ce que j'ai valorisé beaucoup dans l'enseignement, c'est de constater que dans l'expérience, on pouvait vraiment découvrir quelque chose d'assez intéressant au niveau des règles de la vie. Je peux très bien dire intérieurement, intellectuellement, je pardonne à quelqu'un, mais constater que dans le monde intérieur, dans le monde expérimental, je ne le fais pas. Et c'est là que ça devient intéressant. C'est là que ça nous amène à prendre conscience qu'il y a des règles et des lois dans la vie à laquelle on ne peut pas échapper. Et que l'être humain, par sa raison, a tendance à vouloir toujours échapper à cette logique-là en se disant non, non, j'ai pas besoin de passer par tel chemin, je peux le faire autrement, etc., etc. Et c'est souvent qu'on constate que le travail expérimental, intuitif, c'est quelque chose qui est vraiment important. Et je pense que c'est ça un peu que moi, j'ai voulu mettre en place avec la pleine conscience intuitive. Wow. Il y a Alexandra qui dit « C'est génial ton enseignement, Sylvain ». Mais merci Alexandra, c'est gentil. Colette qui dit « Très belle conférence, merci ». Merci beaucoup. Il y a une question aussi que j'ai vue là, qui vient d'arriver de Daniel. Le chamanisme est-il compatible avec le Reiki? Se complète-t-il? Ben, en fait, si on revient au Reiki, à l'origine du Reiki, c'était du chamanisme, puisque c'est une méthode qui est très ancienne. Dans ce sens-là, le chamanisme, il faut savoir que dans tous les pays du monde, il y a une tradition chamanique. Alors, il y a des traditions qui sont très complètes. Je pense à la médecine chinoise, qui est une tradition chamanique très complète, qui a étudié énormément tous les domaines de la santé. Il y en a d'autres qui sont moins complètes, qui sont plus focalisées dans une direction particulière. Donc, je dirais que oui, bien sûr. Ben, en fin de compte, le Reiki, qu'est-ce que c'est? C'est une application énergétique d'abord. Hein? Dans le chamanisme, si on regarde le chamanisme dans toute sa tradition, on va comprendre que le chamanisme, c'est large. Ça touche tous les domaines de la santé, quels qu'ils soient. Ça va très, très loin. Et dans ce sens-là, le Reiki peut se compléter, peut se combiner au chamanisme. Mais dans le chamanisme, il y a des techniques très similaires au Reiki. Donc, vous voyez, alors, et le Reiki fait partie en quelque sorte du chamanisme. Alors, on tombe dans une question qui touche aussi ce que moi j'appellerais le trademark, la marque de commerce. Le Reiki, c'est une appellation. Dans le chamanisme, il y a plein d'appellations énergétiques. Dans toutes les traditions du monde, on appelle l'énergie d'une façon différente. On arrive avec des techniques de soins qui sont différentes, qui ont toutes pour objectif la même chose, donc de rétablir l'énergie. L'énergie, elle n'a pas de nom, dans le sens que l'être humain peut lui donner un nom, mais fondamentalement, l'énergie, qu'est-ce que c'est? C'est un fluide, un flot d'énergie dans lequel il y a une forme d'intelligence et de sagesse. Et c'est là que le travail intuitif devient complètement intégré aux soins énergétiques pour moi. Et dans ce sens-là, quand je parle de soins énergétiques pour moi, c'est fondamental d'être capable de comprendre qu'est-ce qu'on fait avec l'énergétique. C'est quoi, qu'est-ce qui se passe quand on utilise l'énergie? Tant sur soi que vers un partenaire, pour moi, ça fait partie d'une démarche naturelle quand on fait un soin énergétique. Voilà. Alors, il y a une question de Josiane et je pense que pour y répondre, la bonne idée serait que tu présentes justement ton programme, puisque elle dit « Bonsoir Sylvain, je crois avoir l'expérience de mon éveil à la conscience, mais quand vous parlez de pleine conscience intuitive, cela me semble inatteignable, ou du moins comment reconnaître ce qui nous est révélé, et ce décodage, est-ce qu'il passe par le corps et par le cœur ?» Je pense que pour répondre à cette question, exposer le programme que tu proposes va certainement apporter une réponse à Josiane. Puisque non, ce n'est pas inatteignable, me semble-t-il. Oui, totalement. Et puis, c'est une belle invitation, Stéphanie. C'est bien joué. Donc, OK. Alors, donc, concernant l'enseignement, ben oui, c'est une belle occasion de présenter le programme, effectivement. Donc, il faut savoir d'abord en tout que c'est pas inatteignable parce que je l'enseigne depuis plusieurs années, plein de monde le développe. Et ce qui est inatteignable, c'est la croyance qui nous a été imposée tout au long de notre vie. Hein, puis je m'inclus là-dedans, on est tous un petit peu programmés à ne pas donner de place à l'imaginaire. L'imaginaire, c'est le véhicule qui me permet de voyager en moi et vers un partenaire. Et ce véhicule-là est très important puisqu'il me donne accès à l'univers. Il me donne accès à l'univers superlumineux. L'univers superlumineux, c'est un univers dans lequel on voit que la réalité terrestre
est animée par quelque chose de plus subtil. La physique quantique en parle de plus en plus et je pense que c'est important de comprendre que pour moi, le véhicule imaginaire me donne accès à cet univers superlumineux-là et me permet donc de découvrir cette sagesse intelligente-là. De quelle façon? Ben, la première étape, dans le module 1 qui est enseigné dans le cadre de l'enseignement, on découvre l'enracinement, dont je vous ai parlé tantôt, qui est une technique de préparation, qui me permet de me préparer à être témoin. Le soleil rayonnant lumineux dans mon cœur va me donner ensuite l'opportunité de voyager en moi et ce voyage-là va me donner l'opportunité d'observer cette lumière-là qui est en moi et d'être capable de pouvoir donc décrire ce que je vois, entends et ressens, de le questionner et donc dans ce sens-là d'arriver à développer ce que j'appelle le décodage intuitif. Donc le module 1 de l'enseignement qui est proposé, c'est d'être capable de faire de l'enracinement et faire un décodage intuitif. Ensuite, le module 2, on va amener la déprogrammation, dont je vous ai parlé tantôt aussi, où on va apprendre à donner au corps tout ce dont il a besoin pour qu'il puisse se libérer. Et ensuite, une technique de soin qui va être la réunification, qui est la technique dont je vous ai parlé tantôt concernant l'Ho'oponopono, c'est-à-dire que la technique de soin, c'est une technique dans laquelle on apprend à se réunifier à soi. On vit dans une société où on va voir un médecin pour se faire enlever quelque chose, on va voir un exorciseur pour se faire enlever une entité, on va voir un naturopathe pour se faire enlever l'acidité ou les toxines. Vous voyez, on est toujours avec cette idée, quelque part, qu'il faut se faire enlever quelque chose. La technique de réunification est très belle parce que c'est une technique où on apprend à se réunifier à soi. Donc, ne plus être en train de vouloir enlever quelque chose, mais de faire la paix avec soi. Et quand on parle de relation avec les autres, quand on parle de pardon, ben, qu'est-ce qu'on cherche à faire avec la réunification? C'est d'apprendre à se réunifier avec les gens avec lesquels on est en conflit, ce qui implique justement qu'on soit capable de leur pardonner. Alors, c'est une belle technique qui est proposée. Et ça, ces deux modules-là forment le niveau 1 de la formation que je vous propose. La proposition qui a été faite, c'est qu'à 97 €, vous avez ces deux modules-là que je viens de vous présenter à ce prix-là. Ensuite, vous avez le niveau 2 d'enseignement qui est proposé, dans lequel vous allez découvrir les techniques d'auto-guérison, de quelle façon il est possible de travailler avec le transfert d'énergie, la chirurgie, la miniaturisation, qui sont 3 techniques importantes en guérison, qu'on apprend à appliquer sur soi pour découvrir justement que ces 3 techniques-là, finalement, présentent 3 points de vue différents face à une problématique énergétique. Donc, on va apprendre à se soigner grâce à ces 3 techniques-là en combinant le décodage intuitif et la déprogrammation. Donc, ça veut dire qu'on développe une pleine conscience intuitive des soins énergétiques que l'on effectue. Dans le module 4, on combine ça avec les chakras. Donc, il y a plusieurs techniques qui sont proposées pour équilibrer les chakras. Et là, on va combiner ces techniques-là avec le décodage et déprogrammation. Donc, ça veut dire qu'il y a quelque chose de vraiment très complet qui va en résulter, qui va nous donner une possibilité d'avoir vraiment une vision très claire de toute problématique énergétique, puisqu'on va avoir une compréhension des organes et des systèmes du corps et aussi la structure des chakras pour arriver à comprendre comment circule l'énergie dans notre corps, donc quelque chose de très complet. Vous avez le module 5 qui va être une synthèse de l'enseignement qui aura été acquis à ce moment-là. Je soupçonne que dans ce module-là, il y aura sans doute une petite continuité sur les chakras parce qu'on n'aura sans doute pas eu le temps de tout voir dans le module 4. Donc, ça va être quelque chose, quelque part, qui va être encore plus riche pour vous, là, puisque vous allez avoir vraiment le sentiment d'avoir une connaissance sur les chakras et des soins qui va être riche. Dans le niveau 3 de la formation, vous avez le module psycho-émotionnel des chakras qui propose une typologie des chakras, 49 états de conscience que vous allez explorer pour mieux comprendre de quelle façon il est possible d'identifier en vous les diverses énergies dissociées qui sont en vous, qui sont associées au chakra. Donc, ça, c'est quelque chose de vraiment très intéressant. C'est un livre qui va sortir donc très bientôt là-dessus, que je suis en train d'écrire. Il y a le module 7 qui vous présente voyage chamanique dans l'espace-temps. Donc là, on apprend vraiment à faire des voyages dans le passé, présent et futur, tant dans notre histoire personnelle que familiale et mémoire d'autres vies. Donc, lequel vous allez encore là combiner le décodage, déprogrammation et soins. Et dans le niveau 4, vous avez alignement au soi supérieur, donc un travail pour vraiment favoriser l'alignement avec l'âme, de chercher justement à évaluer de quelle façon qu'on peut rétablir l'alignement, la communication, l'échange énergétique avec notre âme à travers donc l'interaction qui existe entre le soi, notre âme, les mémoires d'autres vies, les mémoires familiales, nos mémoires personnelles, notre champ énergétique et notre corps physique. Donc, c'est un module très intéressant qui fait une belle synthèse de tout ce qui a été vu précédemment. Ensuite, vous avez des programmations par les guides. Là, on va apprendre donc à voyager avec les guides pour vraiment faire un travail sur toutes les facettes de la vie qui existent en nous. Et puis, vous avez le module 10 qui se veut une synthèse, donc un apprentissage synthétique de tout ce qui aurait été vu dans le cadre de l'enseignement. Alors, ça, c'est pour ceux qui auraient envie donc de faire tout le parcours. Vous avez donc un bonus également d'un module 1 et 2 d'un enseignement que je donne en formation, moi, de mon côté, qui est des modules qui vaut à peu près une dizaine d'heures en termes d'enseignement,
qui vont reprendre d'une façon plus approfondie les modules 1 et 2 du niveau 1. Donc, vous avez ça en bonus. C'est une valeur de près de 135 euros. Et vous avez une consultation avec moi en privé, individuelle d'une heure. Donc, c'est quand même pas mal, ça. Ça, c'est quand même une valeur réelle, hein, parce que ça, c'est mon temps. Ça vaut de l'argent. Donc, vous avez cette consultation-là avec moi, donc, qui va vous donner l'opportunité de découvrir la pleine conscience intuitive avec moi. Donc, ça peut être intéressant, dans lequel on aborde les sujets qui vous intéressent, mais aussi, moi, j'aime bien commencer avec, sans connaître les thèmes que vous avez, on parle du principe de que moi, je fais un voyage et je vous dis un petit peu qu'est-ce que je perçois, puis ensuite, il y a un genre d'interaction qui se fait avec vous. Ça dure une heure à peu près, tout ça. Et ça a une valeur de 75 euros à peu près pour une consultation. Donc, l'ensemble de tout ça, c'est 597 euros, mais vous avez plusieurs modalités de paiement. Vous avez jusqu'à 12 paiements possibles également. Et ça, vous allez retrouver ça sur la page de vente. Et Stéphanie, est-ce que tu voudrais ajouter quelque chose? Alors, effectivement, en cliquant sur le bouton Je découvre l'offre de Sylvain, vous allez avoir toutes les indications et bien plus encore. C'est vrai qu'on a rajouté également donc une possibilité d'intégrer pour les 4 niveaux un paiement en 12 fois. Donc là, ça devient vraiment très très accessible pour chacun. Et pour répondre à Muriel, effectivement, vous verrez sur la page de vente que certains modules présentés dans l'atelier ont des dates antérieures débutées en mai. Effectivement, le programme 1, 2, 3, 4 pleine conscience intuitive a déjà débuté en mai. Les ateliers 1 et 2 ont déjà eu lieu en direct. Le prochain atelier, si je ne m'abuse, ce sera le mardi 25 juin. C'est ça? Je pense, oui, c'est ça. Voilà, le début du niveau 3. Donc, si vous joignez aujourd'hui et d'ici le 25 juin, bien entendu qu'à partir de l'atelier, donc du module numéro 3, vous pourrez suivre tous les ateliers en direct avec la même technologie que ce soir. Donc, si vous avez pu suivre cette conférence, vous pourrez suivre les ateliers en ligne proposés donc par Sylvain. Vous pourrez poser donc vos questions. En plus, il y aura beaucoup moins de monde forcément que ce soir puisque vous étiez quasiment 1000 inscrits ce soir à la conférence. Donc, forcément, ça défile quand même les messages. Donc, vous pourrez avoir l'opportunité de poser encore plus de questions à Sylvain. Ceci étant dit, si vous aviez des questions sur les ateliers 1 et 2, vous pouvez aussi envoyer un mail pour poser votre question. Mais également, vous pourrez profiter de l'atelier 5 qui sera donc un atelier de synthèse des 2 premiers niveaux pour revenir sur des choses des ateliers 1 et 2 qui n'auraient pas été clairs et qui sont effectivement déjà enregistrés. Et donc, du coup, vous pouvez joindre sans hésitation le plus vite possible. Comme ça, vous allez pouvoir d'ores et déjà accéder à votre espace privé de formation et visionner les ateliers 1 et 2 et pouvoir commencer à mettre en pratique tout ce que Sylvain nous y apprend déjà. Ces ateliers sont animés par Audrey, qui assiste donc Sylvain dans ces 10 ateliers en ligne. Et vous verrez que c'est un vrai régal pour ceux qui ne la connaîtraient pas également. C'est un vrai régal de passer ce moment en compagnie de Sylvain et d'Audrey. Comment est-ce que je fais ma démonstration tout de suite? Comment tu veux procéder, Stéphanie? Ah ben oui, tu peux faire ta démonstration, puisque si vous vous souvenez bien, en début de conférence, on avait dit qu'il y aurait une démonstration donc en direct. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aimerait que je lui fasse une petite démonstration? Irène nous dit, moi je veux bien. Ben voilà, une courageuse. OK, donc on va faire, évidemment, c'est une démonstration, donc c'est pas une consultation comme telle, mais bon, ça va vous donner un petit peu une orientation. Alors, je ne sais pas si Irène a un thème, mais moi, je pourrais me laisser guider par ce qui va venir d'Irène pour commencer. On pourrait commencer comme ça. Donc, je me mets en relation avec toi, Irène. Donc, la première étape, c'est l'enracinement, dont je vous ai parlé tantôt. Et après ça, bien évidemment, ce qu'on va chercher à voir, qui est sens, visuel, auditif ou sensitif, c'est qu'est-ce qui apparaît de chez Irène dans un premier temps. Donc, c'est ce que je vais faire. Puis ensuite, je vais questionner ce qui est là. Je vais ensuite expliquer à Irène ce que je perçois. Puis à partir de là, on va regarder un petit peu comment ça évolue. Tu vois, Irène, la première chose que je vois par rapport à toi, c'est au niveau du bas. C'est la taille vers les pieds. Je vois comme une mémoire de mendiante. Une femme, genre un peu comme une bohémienne, si tu veux, qui
qui est mendiante, puis qui a le dos très rond, et puis qui a l'impression que le seul moyen pour elle de fonctionner, de vivre dans la vie, à quelque part, c'est d'être un peu dans cette position de mendiante. Comme si, effectivement, c'était quelque chose qui était naturel pour elle. Puis en même temps que je dis ça, il y a une autre facette de toi, Irène, qui en a assez, à quelque part, de te retrouver dans une position où tu n'es pas prise au sérieux, où tu n'es pas reconnue. Puis je pense que ce que je vois là-dedans, c'est un peu comme quelqu'un qui boitait le derrière cette bohémienne-là, toi, qui a envie, à quelque part, de dire c'est assez, j'ai plus envie d'être cette mendiante-là, j'ai envie d'être reconnue à ma juste valeur. C'est ça un peu que je dirais par rapport à toi, Irène, dans un premier temps. Je sais pas qu'est-ce que tu en penses de ça. Donc là, ça m'a permis donc de faire un petit peu une description de ce que j'ai vu, entendu, ressenti, puis de décrire un peu ce qui me venait par rapport à l'information. Alors, c'est un peu ce que je vous ai présenté à la conférence, hein, ce genre de dialogue. Alors, évidemment, donc je laisse le soin aussi à Irène de me dire comment elle l'a reçu. Puis après ça, je fais la déprogrammation et le soin, qui sont les deux autres étapes que je vais vous présenter avec Irène. Et là, ce que tu es en train de démontrer, c'est ce qu'on sera tous capables de faire après avoir assisté après les 4 niveaux de 1, 2, 3, 4, pleine conscience intuitive. Dans une application sur soi. Mais comme je disais, l'application sur soi, l'application sur l'autre, quand même, est très similaire. Sauf que dans le cadre de cet enseignement-là, ça va être vraiment une application sur soi qui est déjà riche en soi, oui. Voilà. Irène qui dit oui. Oui, il y a du vrai dans le sens que je n'ai plus envie d'être celle que j'ai été jusqu'alors. OK. Et Claude demande si cela peut résonner chez les autres aussi, ce que tu es en train de dire. Bien sûr, ben oui, c'est fréquent, c'est fréquent. C'est quelque chose que j'observe surtout dans les concepts comme ici. J'ai constaté souvent que les gens raisonnaient beaucoup sur les thèmes qui étaient vus. Donc là, ce que je fais avec Irène. C'est pas par hasard si on est tous là, en fait, ce soir. Voilà, voilà. Et là, ce que je fais avec Irène, c'est ça, je cherchais à déprogrammer maintenant ce que je percevais, puis on va voir comment ça va évoluer. Tu vois, Irène, moi, ce que je te dirais, ça n'a pas été précis ta réponse par rapport à ça, mais je reviens encore là-dessus parce que c'est ça qui me vient, c'est que dans les déprogrammations, qu'est-ce que je sens? C'est un besoin, c'est un peu comme s'il y avait un besoin d'être soulagé de cette émotion de femme qui est quêteuse. Et ce que je vois apparaître, c'est vraiment comme une espèce de conflit avec toi-même quand je lui donne quand je te donne ce que tu as besoin. Un conflit avec toi-même, un peu comme l'impression d'attachement. Tu sais, quand on est attaché à quelqu'un, par exemple, on ne veut pas lâcher facilement prise parce que si on est très attaché à la personne, on se dit, ben non, je ne veux pas lâcher, je vais être encore avec elle, je veux pas la laisser aller. Comme s'il y avait une forme d'attachement. Et cet attachement-là, quelque part, c'est là qu'on devient une quêteuse. Tu sais, qu'on est attaché à quelqu'un à un point tel qu'on n'est pas capable de lâcher le morceau, on n'est pas capable de se reconnaître, de dire j'ai plus envie de m'accrocher à cette personne-là parce que bon, cette personne-là ne me convient pas. Ben, à ce moment-là, il y a une forme de détachement qui se fait. Mais tant et longtemps qu'on n'est pas dans une position où on a fait cette réflexion-là, on s'accroche à l'autre et en s'accrochant à l'autre, ben, inévitablement, on devient un peu quêteuse parce qu'on devient obligé on essaie de s'accrocher à l'autre personne à ce moment-là. Je ne sais pas si c'est clair ce que je viens de dire, mais c'est un petit peu que je perçois. Donc, on va laisser soin à Irène de pouvoir répondre. Et selon qu'est-ce qu'elle dira, bien évidemment, on pourra ensuite passer à l'étape du soin, qui est la troisième étape donc, de la démonstration que je vais faire. Alors, évidemment, c'est pas, comme je disais, c'est pas une consultation, c'est en plus une démonstration pour vous montrer un petit peu comment ça se fait. Sachez que la pratique sur soi est de la même façon que celle que je suis en train de vous montrer. C'est les mêmes étapes, du moins, qui sont présentées de la même façon. Et par rapport à ce que tu viens de dire, il y a Claude qui demande dépendance affective, point d'interrogation. Est-ce que l'attachement et la dépendance affective, c'est pareil? Ben, bon, oui, on peut certainement parler de quelque chose de similaire. Je vais laisser soin à Irène de nous le préciser, comment elle se sent par rapport à ça, mais c'est certain qu'effectivement, la dépendance affective, c'est un état, hein, on pourrait dire que tu es quelqu'un de dépendant. Dans ce cas-ci, évidemment, ce que j'ai dit, c'est que je sentais qu'elle s'accrochait à quelqu'un. Alors oui, il y a une forme de dépendance affective sûrement dans ce qui est perçu, oui. Mais est-ce qu'on peut dire que dans l'attachement, il y a plusieurs stades et que la dépendance affective, ce serait un stade élevé d'attachement? Parce qu'il peut y avoir des attachements juste Oui, attachés, quoi, un peu. Enfin, je sais pas comment ouais, expliquer. mais dans le cas des reines, ce que je crois, quelque part, c'est qu'Irène est dans un processus de transformation, mais il y a une zone qui résiste. La zone de résistance fait qu'elle s'accroche en quelque sorte à l'aspect plus dépendance. On peut l'appeler comme ça. Alors, du coup, Irène nous dit, je comprends un peu, oui, c'est difficile de quitter ce que l'on connaît, même si on sait que cette étape peut faire mal. Mhm.
Oui, puis surtout, Irène, que ce qui se passe dans cette expérience-là que tu es en train de vivre, c'est que tu es en train de te choisir. Et se choisir, c'est difficile parce que se choisir, c'est décevoir son entourage. Parce que quand on se choisit, on est en train de dire à notre entourage, ben, t'es plus la personne la plus importante pour moi, je suis plus importante et je me rends compte que je suis plus importante que toi. Et ça, c'est quelque chose de douloureux parce que quand on a reçu un enseignement en tant qu'enfant qu'il fallait porter attention aux autres et que nous, toute notre vie, on s'est intéressé aux autres parce qu'on a compris que c'était le seul moyen pour nous d'exister, puis qu'on se rend compte finalement que c'est plus ça qui nous intéresse, qu'on a envie de penser à soi, puis de porter notre attention vers nous-mêmes, ben, c'est évident qu'il y a une transformation qui en résulte. Hein? Cette transformation-là ben, nous amène à nous dire, ben, mon Dieu, je dois apprendre à m'accueillir, à me donner le droit de dire, je me choisis. Même si c'est difficile pour moi d'oser me dire que je me choisis, parce qu'en faisant ça, ben, je vais me retrouver dans une position où je vais devoir lâcher prise concernant cette impression que j'avais d'obligation de devoir toujours répondre aux demandes extérieures, par exemple. Et Irène précise qu'elle est en plein processus depuis 2 ans. Elle sait que là, il lui reste un point de blocage qu'elle n'arrive pas à lever. Et elle dit, c'est tout à fait cela, Sylvain. OK. Donc là, on va essayer d'aborder la notion de soin pour essayer un petit peu approfondir ça. Alors, ce que je vais faire, c'est un soin, donc des pieds jusqu'au sommet de la tête pour faire quelque chose de très simple et chercher à voir un petit peu comment ça va bouger dans la région que je décrivais tout à l'heure comme étant un peu perturbée, que je situe au niveau de la région du ventre, hein, le chakra sacré, chakra racine. Hein. Donc, on va essayer de voir ce que ça va donner. Toi, Irène, ce que je sens de toi, c'est qu'il y a deux mouvements. Le mouvement des jambes, des pieds jusqu'au ventre, il y a effectivement une volonté de transformation qui est là. Mais quand on aborde le ventre vers la tête, là, il y a un peu plus de difficulté à intellectualiser ou à rationaliser ou à accueillir ou à accepter le changement qu'on ressent dans soi. Ce changement-là, effectivement, nous bouscule parce qu'il nous met dans une position où c'est un peu comme si on pourrait dire à quelqu'un, je me reconnais. Mais si je me reconnais, je te reconnais pas. Donc, c'est déchirant comme situation. Alors que finalement, ce que j'aurais voulu te dire, Irène, c'est que si tu te reconnais, tu reconnais l'autre. Tu reconnais l'autre dans un autre mode de fonctionnement. C'est-à-dire que tu reconnais que tu as le droit d'exister et qu'il a le droit d'exister. Et que parce que tu as le droit d'exister, tu as le droit effectivement de lui exprimer des besoins qui sont en toi. Et ces besoins-là ne sont pas des reproches que tu adresses à l'autre. C'est vraiment au contraire des précisions. Tu lui annonces à quelque part que tu as pris conscience que pendant un certain nombre de temps, tu as eu une relation X et qu'aujourd'hui, tu te rends compte que tu as envie d'une relation Y, tout simplement parce que tu as pris conscience que tu t'es oublié en chemin. Tu n'es pas en train de lui dire quoi que ce soit de négatif, tu es simplement en train de te rappeler que maintenant, tu as décidé de te prendre en main et que dans ce sens-là, ça invite la relation à pouvoir évoluer sous une autre forme. Alors, cette autre forme-là, est-ce que l'autre personne va adhérer ou pas? Ça, c'est un autre problème. Mais je pense que c'est important que toi, tu comprennes que tu puisses parfaitement reconnaître que tu existes et que l'autre existe aussi. Tu n'as pas à nier l'autre pour exister, puis l'inverse n'est pas vrai non plus. Tu n'as pas à te nier pour que l'autre existe aussi. Donc, c'est ça un peu que je sens qui est en train de se faire comme démarche à ce niveau-là. Je ne sais pas comment tu reçois ça, Yann. Alors, on n'a pas encore le retour d'Irène. Par contre, ça parle exactement à Claude également, qui dit, c'est fou, Ouais, c'est je vois ça. exactement ça, ça va dans tout mon corps. Alors, Donc, la dernière étape, c'était le soin énergétique. Évidemment, vous l'avez vu que dans le soin énergétique, on observe des résistances qui peuvent exister dans le champ énergétique de notre partenaire ou dans le nôtre. Hein. Alors, certain que le décodage va permettre de comprendre la raison d'être de cette zone de résistance-là. Puis ensuite, bien évidemment, on peut pas, on est obligé de tenir compte des résistances pour mieux les comprendre, mieux les déprogrammer, mieux les soigner pour favoriser donc un travail de transformation qui va se faire souvent dans un temps un petit peu plus long que ce qu'on fait là, mais c'est plus pour voir un petit peu comment ça se passe que je vous fais ça. et vous allez pouvoir apprendre tout ça en cours des 10 ateliers en ligne du programme 1, 2, 3, 4, pleine conscience intuitive, auquel vous pouvez accéder, je vous rappelle, en cliquant sur le bouton « Je découvre le programme » de Sylvain. Et avec la possibilité, en prenant les 4 niveaux, non seulement d'avoir accès au super bonus que vous avez écrit tout à l'heure, Sylvain, mais également la possibilité de régler en 12 fois. Alors, Irène répond, oui, c'est cela, et j'ai un gros coup de chaud là. Piou! OK, OK. J'espère que j'ai bien fait le Donc, bruitage.
Ouais, mais il manquait un petit chou, mais bon, Ah, c'était pardon. pas mal, c'était pas mal. Tchou! C'est ce que j'avais fait à la Ah! française. C'est pas mal, c'est pas mal. Donc, ben, c'est ça. Alors, vous voyez que, évidemment, on pourra poursuivre, mais je pense que Irène a compris quelque part que c'est un processus, hein. Puis c'est là que, évidemment, l'enseignement qui est proposé devient intéressant parce que les clés qui sont proposées, là, on vient de voir comme petit volet de ce qui va être proposé dans le cadre de l'enseignement parce qu'on va aborder beaucoup, beaucoup de choses. Mais l'idée, c'est que vous allez développer des outils pour être capable de vous accompagner. Et ça, c'est quelque chose d'intéressant parce que s'accompagner, c'est devenir finalement autonome à un niveau plus ou moins important, mais être capable d'avoir des outils pour avoir des actions sur soi, tant dans l'aspect santé énergétique que psycho-émotionnel que spirituel. Et c'est là, évidemment, que ça devient très, très intéressant. Et Irène rajoute, je vis vraiment tout cela, tout ce que vous avez décrit. Merci, merci. Donc vous voyez, vous Ben, vous rendez bienvenue. compte, là, ce qu'on vient de voir en 1 heure et demie, vous allez pouvoir avoir accès en fait à 10 ateliers donc de 2 heures chacun, donc plus de 20 heures en fait de formation et d'interaction, puisque tout comme Irène ce soir, vous allez pouvoir interagir en direct avec Sylvain pendant ces ateliers et vous rendre compte, bah, comme Irène par exemple, qui nous dit encore s'occuper de soi pour s'occuper des autres, s'aimer pour aimer les autres. Voilà ce qu'elle ressort de tout le Ouais, processus là de Sylvain. Et ouais, vous c'est allez super pouvoir parce que c'est vraiment le vivre la même message. Ouais. chose. Mm. Ben voilà, c'est ça. Ben, je pense que c'est un beau voyage. Puis en plus, la fameuse consultation, vous l'avez vu qu'en peu de temps, on a fait avec Irène un certain nombre de choses. Ben, une heure de consultation, ben, évidemment, c'est quelque chose d'un peu plus riche, évidemment, qui peut en sortir. Donc, je pense que si vous êtes intéressé, ben, ça peut être une belle occasion de profiter des formules 1, 2, 3, 4 pour accéder à cette petite consultation, plus des modules qui vont être complémentaires, qui vont être assez riches aussi, puis des modules de plusieurs heures qui vous présentent davantage la méthode aussi. Et la consultation avec toi, là, c'est une question, hein. De moi. Est-ce que on peut la faire n'importe quand pendant le programme? Est-ce que on peut le faire au niveau 2, au niveau 3? Enfin, Ben, c'est une bonne euh, question. C'est une bonne vaut mieux le faire à question. la fin, vaut mieux le faire pendant, si on ressent un blocage. Quand est-ce qu'il vaut mieux te Ben, demander la consultation? Ben moi, personnellement, ce que j'aurais envie de dire aux gens, moi, je serais ouvert. Là, je dis une consultation d'une heure, mais je serais ouvert à ce qu'il y ait des consultations, plusieurs consultations, admettons 3 consultations de 20 minutes, par exemple. Pourquoi? Parce que ça peut être intéressant dans le cadre de la formation d'être suivi avec des petites informations qui sont données tout au long de l'enseignement qui vous permettent donc de progresser, d'avancer, de cheminer. Et je pense que ça peut être intéressant dans ce sens-là de pouvoir procéder de cette façon-là. Mais évidemment, ça peut être en une fois et ça peut être vraiment, moi, ce que je proposerais, c'est qu'après quelques leçons, qu'on se rencontre pour pouvoir vraiment pouvoir approfondir à ce moment-là. Et Claude demande si les consultations auront lieu via Skype. Ça peut être Skype, ça peut être par téléphone, ça peut être par Hangout, ça peut être par Messenger, ça peut être, bon, bien des façons, dans WhatsApp, ce que vous voulez. Et Irène nous dit un grand merci en tout cas, c'est fou, 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 incroyable. Ouais, je te remercie, Birène, de l'appréciation. Ça me fait plaisir si ça l'a plu, te donner un petit coup de main. Voilà. Ouais, vous voyez tout ce que vous allez pouvoir vivre quand même, c'est assez exceptionnel. Écoute, je crois que les questions se calment un petit peu là. Donc, je sais pas si tu as quelque chose encore à rajouter, à dire à nos internautes. Ben, peut-être un petit mot de la fin, en fin de compte, c'est que tantôt on me disait est-ce que est-ce que c'est accessible à tous? Je pense que ce qui est accessible à tous, c'est de reconnaître qu'on a à retrouver la foi en soi. Retrouver la foi en soi, c'est quoi? C'est de reconnaître qu'à l'intérieur de nous-mêmes, il y a un monde vivant, un monde de sagesse et d'intelligence qui appartient à tous, qui n'est pas relié à des gens plus intelligents ou quoi que ce soit. C'est tout le monde qui a cet accès-là. Tout le monde va le vivre différemment, c'est sûr, mais on a tous accès à ça. Et je pense que la pleine conscience intuitive, c'est de redonner contact justement avec les outils, à cette habileté-là, à retrouver le langage intuitif. Et dans ce sens-là, ben, tout le monde y a accès, puis tout le monde peut retrouver un mieux-être et surtout avoir une foi en lui, mieux croire, plus croire en lui. Je pense que c'est inestimable de retrouver cette foi-là et cette force intérieure qui peut nous aider, nous sentir plus guidés dans notre vie. Et je pense que c'est ça que j'aurais envie de vous dire, que si vous avez envie, si ça vous appelle, ben, allez-y, ça vaut la peine, je pense, de faire ce beau voyage-là avec moi. Eh ben super. Merci beaucoup à toi, Sylvain. Merci beaucoup à vous tous. Vous avez été très 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 nombreux ce soir. Si jamais j'ai raté votre question, j'en suis navrée parce qu'il y en a vraiment eu beaucoup. Donc je suis désolée. J'espère que tout le monde a pu avoir une réponse.
Merci à toi surtout, Sylvain, pour cette belle conférence, pour cette Je te belle remercie. démonstration également. Et puis pour le fait de nous proposer, eh ben, nous tous, là, tous les francophones de la francophonie mondiale, de pouvoir bénéficier de tes enseignements où que nous nous trouvions, puisque bah, même si jamais vous ne pouvez pas assister au direct, vous aurez toujours les replays à vie dans votre espace de formation. Ça va être vraiment formidable. En prenant les 4 niveaux, vous pourrez bénéficier également de la consultation en privé avec Sylvain pour avancer encore plus vite. Vous avez vu comment en quelques minutes, là, Irène a déjà fait un pas de géant et a compris déjà beaucoup de choses. Donc, avec 1 heure en tout de consultation avec Sylvain, ça va être formidable. Donc, il ne vous reste plus qu'une chose, je pense, c'est de cliquer sur Je découvre l'offre et de nous rejoindre de l'autre côté dès le prochain atelier en ligne. Merci beaucoup encore. Excellente fin de Mm. soirée ou excellente journée, suivant Oui. là où vous vous trouvez. Et à très, très vite. Merci beaucoup et bonsoir et à très bientôt. Au revoir.